L'année de seconde, ça a été probablement l'une des pires années de ma vie. Et malheureusement, c'est l'année qui m'a enfermé dans cette bulle de l'introverti. Comment est-ce que cet ingénieur informatique a transformé sa vie pour devenir un entrepreneur libre et un séducteur avec une libido aiguisée? Bienvenue à tous les amis pour une nouvelle interview d'entrepreneurs, de gens qui créent l'impossible dans leur vie. C'est l'histoire de Mike, de dragueur de Paris, et il vient la partager avec nous sur notre podcast. Et on est parti du coup pour découvrir le parcours de cet ancien timide qui a réussi à créer un business en ligne à succès et a littéralement transformé sa vie. Et les amis, comme d'habitude, pensez à vous laisser un énorme like, à vous abonner sur cette chaîne YouTube et à vous abonner sur la plateforme de podcast et nous laisser un énorme 5 étoiles si nos parcours vous plaisent et ces interviews vous motivent et vous inspirent. Vous pouvez également rejoindre la tribu, notre club entrepreneur sur le web, avec lequel on accompagne des dizaines d'entrepreneurs à transformer leur vie et leur business au quotidien. Toutes nos masterclass sont le lundi. Laisse un email juste en dessous sur le lien dans la description et tu vas recevoir une séquence email t'expliquant comment est-ce que tu peux nous rejoindre et venir participer à cette aventure humaine incroyable. On est parti pour mon interview avec Mike de Dragueur de Paris. C'est parti. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a Mike avec nous. Salut Mike, bienvenue. Salut Enzo, merci de m'avoir invité. Je suis hyper content de faire cette interview, ce partage. Ingénieur informatique, ancien timide devenu un expert de la séduction. La revanche des geeks, c'est ce qu'on pourrait donner comme nom à cet épisode. J'ai l'impression d'être dans un épisode justement de Star Wars. J'allais dire, pas confondre avec La Revanche des Sith, qui fait partie de mes films préférés. Et de tes grosses passions. On va mettre quelques photos à l'écran là maintenant tout de suite. Et effectivement, Mike, c'est le type du fond de la classe, le geek. À l'époque, t'es de quelle année, toi, Mike? Année de naissance, tu veux dire? Ouais. 89. Ouais, donc on est plus ou moins de la même gen, t'es un peu plus vieux que moi. À l'époque, être un geek, c'était pas cool en fait, hein. C'est devenu cool par la suite, mais à l'époque, c'était pas les trucs le plus cool. C'était plutôt les mecs justement en commu, grosses lunettes, boutons, ordinateur et ça, ouais. machin. Humour très particulier et en général, c'était pas cool. Aujourd'hui, c'est devenu cool. Mark Zuckerberg, Elon Musk, on est dans cette génération de la revanche des geeks et on va le voir justement avec l'exemple de Mike, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et cette transformation, du coup, qui est assez incroyable, moi, qui me tue, parce que je le vois, on avait tous quelqu'un comme ça dans sa classe de collège ou dans sa classe de lycée. Et de voir aujourd'hui cet homme charismatique, puissant, impactant, je suis impressionné et je veux savoir les coulisses de tout ça. Et j'espère que vous aussi, et si c'est le cas, laissez un like, restez connectés. Et on est du coup parti pour découvrir le parcours de Mike de la chaîne YouTube Dragueur de Paris, qui aujourd'hui culmine à plus de 70 000 abonnés, 79 000 si je ne dis pas de bêtises. 76 000, je crois, aujourd'hui. 76 000 abonnés, un business en ligne qui tartine, du coup une carrière d'entrepreneur, enfin une carrière d'ingénieur en informatique qui a été laissée pour compte pour justement devenir entrepreneur sur le web. On est parti. J'avoue que les photos que tu avais mis dans tes interviews là, ça m'a tué quand même. C'est le stéréotype. C'est le stéréotype du geek effectivement des années 90 quoi. Ouais, mais tu sais, le pire, c'est pendant très longtemps, j'assumais pas du tout cette image-là. Il y a encore quelques années, tu sais, j'en parlais pas trop, tu vois. C'était une part de mon passé que je n'assumais pas et que du coup, je mettais au fond du placard. Et aujourd'hui, au contraire, en partie pour mon site, mais pas que, je l'assume complètement et je le montre ouvertement à tout le monde. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est quand tu montres ce changement, ce avant-après, en fait, ça inspire les gens. Parce qu'il y a des gens qui se disent, putain, c'est impressionnant. Si lui a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Et en fait, ça redonne espoir aux gens, tu vois, parce que c'est vrai, on prend le cliché du geek du fond de la classe. En général, les personnes qui sont dans cette position-là ont envie d'autre chose, mais en fait, elles osent pas parce qu'elles savent pas comment faire, et parce qu'on leur a collé justement cette étiquette au lycée. Ça, c'est un petit peu ce qui m'était arrivé. Et du coup, tu t'enfermes dans ce milieu jusqu'au moment où tu te réveilles. Et en général, le moment où tu te réveilles, c'est quand il y a un élément déclencheur qui survient. Ça, on pourra en parler. Pour moi, heureusement, j'ai de la chance. Ça m'est arrivé à 19 ans. Donc, c'est là où j'ai eu le réveil. Enfin, le début du réveil, en tout cas.
Mais il y a des personnes, ça arrive à 30, 35, 40 ans, voire au-delà. On a parfois des clients qui se réveillent à 48 ans, tu vois. Mhm. Mais ça marche aussi et c'est ça qui est incroyable. Moi, je suis vraiment impatient là d'en savoir plus, de découvrir les coulisses de tout ça. Donc, bien évidemment, dans une première partie, on va parler justement de cette transformation mentale, physique. Comment ça a été opéré? Quelles ont été tes motivations? Quelle a été ta vision? Et comment est-ce que tu as réussi à le faire? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce que tu as vécu? La pression sociale, etc. Et après, on parlera bien évidemment du développement de ton activité en ligne. Comment est-ce que tu as fait pour créer ton business en parallèle de ton salaire, enfin de ton salaire, de ton salariat surtout, du Mm. boulot et derrière, te lancer en indépendant. Tu as mis 1 mois et demi à poser ta DEM et puis vraiment à Ah, te lancer. j'ai mis plus que ça, hein. Quand J'ai tu as mis pris la beaucoup de temps. décision, Ouais, c'est ça, quand tu as pris la décision jusqu'à remettre ton papier. Ouais. c'est ça. Ça a été très long et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas pour des raisons financières parce que ça faisait déjà 2 ans que je pouvais quitter mon ancien job si je le voulais. J'avais largement de quoi vivre, mais c'est plus pour d'autres raisons. Ça, on en reparlera. Des raisons auxquelles on pense pas forcément. Ouais, et tout ça, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, du coup, tu as développé une chaîne YouTube qui marche, qui cartonne, même au départ, sans montrer ton visage. Ça aussi, je pense que c'est un sujet Mm. intéressant sur lequel on va en discuter. Tu as développé des compétences aujourd'hui qui te permettent d'être littéralement tranquille et même si tu perdais ton business, de pouvoir continuer à gagner ta vie sur le web. Et on va en parler également. Et puis, tu as quand même réussi à faire ton trou sur un marché hyper concurrentiel qui est la séduction. Ouais. Et également, on va pouvoir analyser, décortiquer ce qui fonctionne dans ton business. Mais avant tout ça, du coup, c'était quoi ton rêve de gosse à toi, Mike? Quand j'étais gosse, astronaute. Ouais. C'était un truc. Je pense quand t'es un petit garçon, on passe tous par une phase où on a envie d'aller sur la Lune ou dans des navettes spatiales, etc. Bon, évidemment, j'ai vite compris que c'était pas forcément quelque chose de réaliste. Et ensuite, figure-toi que mon rêve, c'était d'être ingénieur dans la robotique en particulier. C'est-à-dire mon rêve, c'était de construire des robots. Et alors du coup, j'ai pas vraiment exactement construit des robots, mais j'ai fait de l'ingénierie, donc j'ai fait ce que je voulais faire au départ. Mais ouais, au départ, c'était ça mon rêve. C'était pas du tout d'être entrepreneur d'ailleurs, hein. Mhm. Quand j'étais en école d'ingénieur à 22, 23 ans, on nous posait toujours la question où est-ce que vous voyez dans 10, 15 ans. Moi, je me voyais dans un grand groupe du CAC 40, quoi. Je me voyais absolument pas entrepreneur, sans pouvoir parler qu'est-ce qui a fait que j'ai changé d'avis, pourquoi je Ouais. suis devenu entrepreneur et tourné le dos au salariat, alors que j'étais pleinement intégré depuis 4 ans dans une grosse boîte et que j'ai déjà une carrière toute tracée, quoi. En tout cas, mon rêve à l'époque, c'était ça. Et parle-nous un peu du contexte familial, du coup. Dans quel milieu est-ce que tu vas grandir? Quelles sont, du coup, tes ambitions, ta vision à ce moment-là? Et quelle est également la vision de l'argent? Est-ce que l'argent est un sujet? Est-ce que l'argent est un tabou? Est-ce que l'argent est en abondance? Est-ce que l'argent est compliqué? Dis-moi. Alors, on faisait partie de la classe moyenne basse, on va dire. C'est-à-dire qu'on gagnait suffisamment pour vivre correctement, mais en même temps, comme dirait Macron, on ne gagne pas assez pour toucher les différentes aides de l'État auxquelles beaucoup de monde a droit. Donc, du coup, on Ouais, était un petit peu dans cet échelon charnier qui faisait que, c'est l'enculade. Tu te fais prendre par voilà, devant et par derrière, celui-là, il est c'est ça, ouais. magnifique. Je vais pas dire qu'on survivait parce que bon, on vivait à peu près correctement, mais bien loin d'avoir un train de vie décent. Et puis surtout, dans toute ma famille, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, l'argent est un sujet ultra tabou, mais, euh, Mhm. mais vraiment très très tabou au point que, par exemple, je sais pas, quand on se promenait dans la rue et que ma mère voyait une Porsche, tout de suite, elle dégaine son fusil avec une remarque du type: ah lui là, lui c'est forcément un fraudeur fiscal, lui il arnaque les gens. Lui, là, c'est forcément de la magouille. Et en fait, dans toute ma famille, le salariat, c'est la voie standard. Et on considère que si tu as de l'argent, que si tu es riche, c'est que tu as fraudé ou que tu as magouillé quelque part. Et c'est une vision que j'ai eue très tôt. J'ai eu beaucoup de mal d'ailleurs à me détacher du fameux syndrome de l'imposteur, en grande partie à cause de ça. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai eu cette vocation qui m'a été inséminée indirectement, qui est que le salariat est la seule voie possible quand on veut bosser. Donc, c'est-à-dire, ma mère me disait: tu veux un boulot,
CV, lettre de motivation, tu distribues un peu partout, tu attends qu'on te rappelle, tu fais un entretien, puis si tu as accepté, tu commences à bosser. Et en gros, on m'a dit, la vie, c'est ça. Donc, du coup, sans poser de questions, j'ai commencé La vie, c'est ça, dans quoi, du cette coup. voie-là. Ouais. C'est ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu devenir ingénieur, parce que, déjà, parce que la technique, ça me plaisait, ça me plaît toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais aussi parce que, à cette époque-là, la France était en pénurie sévère d'ingénieurs. Et en fait, l'ingénierie, c'est un petit peu la voie royale pour avoir un Pour boulot les dans techs. 90-95% des cas. Même si tu n'es pas très bon, tu es sûr de trouver un boulot et tu es sûr Et d'être de bien bien payé. gagner ta vie. C'est ça. Ouais, c'était. Enfin, je veux dire, c'est ça. Avocat, ingénieur ou médecin, quoi. C'était C'est ça. la voie royale. Et donc, du coup, le travail au centre en termes de valeur, on tourne un peu le dos à l'argent, mais on en veut et on en a besoin au quotidien. Ouais, je vois bien. Et donc, du coup, toi, à ce moment-là, ça devient très rapidement, du coup, la voie un petit peu toute tracée de devenir ingénieur et donc de gagner 2 000 à 3 000 euros par mois et du C'est coup, ça. de réussir ta vie à travers ce spectre-là, c'est ça? Ouais, avec ce que aussi, mes parents, c'est sans doute pareil pour les tiens aussi, je sais pas exactement ce qu'ils font, mais mes parents, c'est la génération où tu fais toute ta carrière dans la même boîte, tu vois. Mhm. Ils viennent de cette génération-là. Donc, du coup, naturellement, comme ils ont connu que ça, ils me poussaient également vers cette voie-là, c'est-à-dire de rejoindre un grand groupe, ce que j'ai fait, pour y passer toute sa carrière. Mhm. Et du coup, à ce moment-là, voilà, tu te projettes là-dedans, tu te vois là-dedans. En termes Mm. de confiance en toi et de tempérament, raconte-nous un petit peu quel genre d'enfant tu es, et puis jusqu'au collège, jusqu'au lycée, Mm. etc. Et comment est-ce que socialement, du coup, tu vas te développer? Alors, confiance en soi, zéro, pour être très honnête. Socialement, alors, on en a tous connu quand on était au collège et au lycée. Socialement, j'étais le mec dans la lune, donc c'est-à-dire le mec qui est toujours en train de rêvasser à droite à gauche. Le mec un peu introverti qui se met généralement devant la classe parce que il veut montrer que c'est un petit peu l'intellectuel de la classe. Donc j'étais un petit peu cet intello. Physiquement, tu l'as montré avec les photos, je ressemblais un peu à Harry Potter. Et il y a des mecs qui m'appelaient comme ça d'ailleurs, qui m'appelaient Harry Potter, tu vois. Et grosso modo, jusqu'au collège, ça s'est à peu près passé correctement. C'est-à-dire que j'avais ma bande d'amis, c'était aussi des geeks, etc. Ça se passait bien. Jusqu'au collège, c'était quoi? C'était Pokémon, du coup, Pokémon sur Game Boy et Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était exactement ça. C'était Pokémon sur Game Boy. J'étais un gros fan, je le suis toujours d'ailleurs, de Star Wars. Mhm. C'est quelque chose. Je pourrais en parler pendant des heures tellement j'aime ça. D'ailleurs, même quand je fais des rencontres, quand je rencontre des femmes, je leur parle de Star Wars, tu vois. Et Tout de j'arrive. suite, tout de Oui, suite, tu lui et demandes si elle est OK pour le cosplay de Princesse Leia, c'est ça? c'est ça. Et souvent, en plus, elles l'ont pas vu. Donc, du coup, je leur fais un peu de teasing pour leur donner envie de De regarder regarder. Star Wars, tu vois. Et d'ailleurs, ça, c'est un exercice que je fais faire à mes clients, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont fans de Star Wars. En fait, je leur dis, pour développer votre storytelling et votre capacité à parler avec les émotions, en fait, l'exercice, c'est de donner envie à une femme de regarder Star Wars, alors qu'elle n'a pas envie, alors que les seuls mecs qui lui ont parlé Star Wars, c'est des geeks. Et c'est des mecs qui lui parlent toute la journée de sable laser, de futur, de techno, de machin. Et ça les intéresse pas en général. Il faut trouver justement les leviers qui les intéressent. Par exemple, tu leur parles de l'histoire d'Anakin, de Padmé, l'histoire d'amour, etc. En général, ça marche bien. Mhm. Plus tous les autres sujets qui sont connexes à l'univers Star Wars. Et là, en général, ça intéresse beaucoup plus. Tu vois. Ça, c'était la Ouais, parenthèse complètement. Star Wars. À l'époque, en tout cas, j'étais à fond dedans. Et donc voilà, ça s'est à peu près bien passé jusqu'au collège. Et au lycée, c'est là que ça a commencé à partir en sucette. En fait, ça a été la dispersion, c'est-à-dire il y a une grosse partie de mes potes qui sont partis en bac pro ou en BEP. Moi, j'ai poursuivi vers une filière scientifique. Et en fait, à la fin, je me suis retrouvé presque tout seul dans un lycée où je connais pas grand monde, où je me retrouve parachuté dans une ville également que je connais pas, qui est à plus d'une heure de route de chez moi, puisqu'à l'époque j'habitais dans les Hautes-Alpes, c'était à Briançon pour ceux qui connaissent, et dans un monde que je connais pas, avec tout qui est nouveau, etc. Et en fait, je me retrouve tout seul, tout simplement.
C'est-à-dire que je me retrouve, entre guillemets, à être le mec qui a un seul pote dans tout le lycée. Et du coup, ça me renforce en fait dans mon introversion, dans ma timidité, ça m'enferme encore plus dans ma bulle. Donc ça, c'était le premier problème. Deuxième problème, c'est que j'ai commencé par donc c'est une section qui s'appelait STI à l'époque, Sciences et techniques de l'ingénieur. Et en fait, je me retrouve une classe, on est 34 personnes, dont 33 mecs et une seule femme. Alors qu'avant, c'était à peu près 50-50. Donc il y avait bonne ambiance, etc. Donc là, tu te retrouves dans une classe de mecs en seconde, au moment où tout le monde est en pleine puberté. Donc, je te fais pas un dessin. Mais ce qui m'étonne, c'est par contre que tu n'aies pas retrouvé d'autres geeks dans ces environnements-là, parce que pour le coup, tu vois, j'ai fait une section qui est la même que la tienne, sciences de l'ingénieur, du coup, et on a monté une type, on était 12, on faisait des LAN, tu vois ce que Ah je ouais, veux non, dire. on n'était pas 12. Non. On était non, on était vraiment beaucoup moins que ça, ouais. Ouais. C'était en plus, on nous enseignait de la mécanique, l'électronique, donc entre guillemets des matières geeks, surtout électronique. Mais en fait, j'étais un des seuls geeks, et puis les autres geeks qu'il y avait dans la classe, ils se mélangeaient avec les groupes sociaux normaux, on va dire, pour être normal, tout simplement. Et ouais, l'année de seconde, ça a été probablement l'une des pires années de ma vie. Et malheureusement, c'est l'année qui m'a enfermé dans cette bulle de l'introverti. Et du coup, j'étais plus dans une position où je subissais en fait mon cursus qu'autre chose. Et du coup, je me suis réfugié dans les trucs Star Wars, etc. Mais aussi dans le travail. Parce que du coup, comme je voulais fuir cet univers, je me suis dit, du coup, je vais devenir très bon. Comme ça, je vais pouvoir choisir ensuite la filière où je veux aller et me casser, tout simplement. Parce que je rêvais que de ça, mais c'était impossible. Donc du coup, je me suis réfugié dans le travail. Et ça a été, toute la seconde, ça a été comme ça. La première terminale, ça a été un peu moins pire parce que j'ai une classe plus cool. Parce que après la seconde, ça s'est encore dispersé. Donc, je l'ai un peu mieux vécu. Et puis ensuite, il y a un de mes anciens amis de Bac Pro qui est revenu à ce lycée-là. Donc, du coup, on s'est retrouvés et on a recommencé à faire des trucs ensemble. Et ça m'a permis de passer les 2 dernières années un peu quand plus même avec correctement. un petit groupe de potes, quoi. Ouais, c'est ça. Et Est-ce qu'il y a des phases de bullying et tout à ce moment-là? c'est quoi des phases de bullying? Bullying en français, c'est quoi? Je l'ai pas. Alors attends, je vais le Google, hein, comme un grand. Bullying, c'est harcèlement. Voilà. Est-ce que tu as vécu un peu justement des phases d'harcèlement? Est-ce que tu as eu les kings justement du collège ou du lycée qui, pour faire les malins à l'époque, te cassaient un peu les couilles et tout? Est-ce que c'est des trucs que tu as vécu ou pas? C'est pas en première, en terminale, mais en seconde, ouais, il y avait un groupe de 3 mecs qui essayaient un petit peu de faire les coqs dans la classe. De toute façon, on a tous connu cette époque-là. Grosso modo, t'as 3 catégories dans une classe. T'as la majorité silencieuse, donc c'est-à-dire les gens normaux, c'est à peu près 80% de la classe. T'as entre guillemets les kings de la classe ou ceux qui essaient de le devenir. Et puis après, tu as les mecs un peu marginaux. Moi, j'étais dans les mecs marginaux, dans les reclus de la classe. Et ces 3 mecs avec qui, c'était toutes les semaines quand on se fightait tout le temps, c'était des mecs justement qui s'appuyaient sur moi pour affirmer leur position sur la classe. Et évidemment, comme je me laissais pas faire, ça vrillait tout le temps en baston. Et puis évidemment, à l'époque, tu as beau en parler au prof ou qui tu veux, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, ils s'en battent les couilles. Et ça, c'est malheureusement l'univers masculin du lycée. Et tu peux compter que sur toi dans ces périodes-là. Ouais. Mais du coup, tu te défendais quoi? T'allais te bastonner, tu te laissais pas écraser non plus quoi? Au début, non. Au début, je faisais rien. Je me disais, ils vont se lasser, etc. Et en fait, non. Moins je réagissais, plus c'était pire. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à réagir. Et puis là, c'était les insultes, les bagarres, les machins. Mais c'était toutes les semaines. Toutes les semaines, c'était comme ça. Tu vois. À ce moment-là, du coup, comment est-ce que tu le vis? Tu te dis justement, voilà, je vais m'accrocher au boulot pour sortir de là et j'aurai ma revanche un jour ou l'autre Je me réfugiais beaucoup dans les jeux vidéo parce qu'en fait, les jeux vidéo pour moi c'était une échappatoire, c'est-à-dire c'est un MMORPG, créer une seconde vie quoi, dans laquelle tu avais voilà, plus c'est de. ça. C'est un univers dans lequel tu fais ce que tu veux, alors que dans le réel tu ne peux pas. Donc du coup, dans le réel, quand tu vis ça, en fait, dans le réel, tu fais le minimum, c'est-à-dire tu rases les murs, tu fais pas de vagues, tu travailles.
De temps en temps, tu as la baston, machin, mais sinon, ça s'arrête là. Et dès que je rentrais chez moi, je faisais les devoirs que je devais faire. Et une fois que c'était fait, c'était full jeu vidéo toute la soirée. Et le week-end, je passais mes soirées à ça, tu vois. Et effectivement, je le vivais comme une profonde injustice parce que je savais que je méritais pas ça. Mais à l'époque, je ne voyais aucune solution, tu vois. J'avais aucune solution sous la main, donc du coup, j'ai entre guillemets attendu que ça passe. En attendant, jeux vidéo, informatique, etc. World of Warcraft, Ça, ouais. Dofus, ouais, World of Warcraft. Ouais, Dofus non, mais ouais, World of Warcraft, divers jeux, Star Wars, Warcraft 3 aussi, ce genre de jeu, quoi. Est-ce que tu jouais? Est-ce que du coup, je suis pas sûr, parce que si socialement, tu n'avais pas beaucoup de relations, tu n'as peut-être pas développé ça. Est-ce que tu jouais à Magic the Gathering? Ah, pas du tout. Non. J'ai jamais joué une seule fois à ce jeu de cartes. Je connais de nom, mais Ouais. j'étais pas dessus, non. Eh ben, regarde, tiens, j'en ai encore ici là qui m'ont suivi jusque dans les Caraïbes. Ok, et donc du coup, à ce moment-là, il y a ce truc de revanche qui commence, on va dire, à grandir. Et les jeux vidéo, et puis bosser à l'école. Du coup, à l'école, ça se passe bien, tu as des bonnes notes, tu es plutôt smart, ça va vite. Ouais, à l'école, je suis bon élève. Je suis pas numéro 1 de la classe, mais je suis dans le premier tiers. Voilà, pas de souci à ce niveau-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis orienté vers des études d'ingénieur. C'est parce que j'avais des bonnes notes, effectivement. Et alors, du coup, partage-nous le grand shift. Ah, le grand shift. 19 ans. Alors, il s'est passé 19 ans, deux tu as eu ton choses. bac 18 ans. 18 ans, j'ai eu mon bac. Voilà, mention bien. Donc, ça, cool, quoi. Donc, il s'est passé 2 événements. Le premier événement, c'est j'ai eu un peu de chance, mais ça m'a littéralement changé la vie. Donc, il y a remise du bac, etc. Et il y a un des mecs de la classe avec qui je m'entends bien, qui organise une soirée. Ok. Et qui m'invite à venir, etc. Donc, je dis, ouais, bah, cool. J'étais très surpris, mais je dis, ok. Et j'ai un peu peur, genre qu'il m'invite pour se foutre de ma gueule, machin, mais en fait non, pas du tout. C'était un mec cool, avec des gens cool, donc ça s'est bien passé. Et ça m'a changé la vie parce que ça va te faire rigoler. C'est la première fois de ma vie que j'ai bu de l'alcool. Jusqu'à mes 18 ans, j'avais jamais bu. Donc première fois de ma vie que je fais une soirée, que je bois de l'alcool, que je suis vraiment moi-même, parce qu'en fait, je découvre que en fait, l'alcool me permet de déverrouiller la personnalité que je cachais au fond de moi et que je n'exprimais pas, parce que ça, on l'a tous ressenti lors de notre premier culte, ça élimine cette barrière. Et en fait, je me surprends à être un mec assez à l'aise socialement, qui parle avec tout le monde, qui est cool, et même qui va parler aux filles. Parce qu'évidemment, il y avait des filles à cette soirée. Et autant pendant tout le cursus du lycée, je parlais à 0 femme. Bah déjà parce que j'étais dans une classe de mecs, et puis les autres femmes, bon, il y en a plein que je trouvais jolies, mais je n'osais pas leur parler, donc du coup, il se passait rien. Et là, c'est la première fois depuis 3 ans que j'allais vers des femmes, mais qu'en plus, ça se passait bien. C'est ça le pire. C'est-à-dire, je n'étais pas rejeté, elle me faisait pas des doigts d'honneur, genre casse-toi, j'ai pas envie de te parler. Ça se passait super bien. Donc du coup, ça a été la première claque que j'ai eue. Je me suis dit, putain, en fait, c'est possible. Et surtout, mon gros problème, c'est que je cache ma personnalité, en fait, à cause de ce que j'ai vécu dans le passé. Donc ça, c'est la première claque. Et ensuite, deuxième claque qui est arrivée, donc du coup, 18 ans, je continue avec un BTS informatique. Et là, je change de ville. Donc, c'est-à-dire, je déménage de Briançon à Aix-en-Provence, donc dans le sud-est de la France, où j'aurais passé les 10 années suivantes de ma vie. Et je me dis, bah chouette, je vais enfin prendre ma revanche sur la vie. J'atterris dans une ville, personne ne me connaît, j'ai plus tous les gens du passé qui reviennent dans la même classe que moi pour me pourrir la vie. C'est un reset, en gros. Début d'une nouvelle vie, j'ai un appart à moi, je suis indépendant, j'ai choisi mon cursus, j'ai choisi ma classe, j'ai choisi les trucs. Je me dis, c'est bon, ça va le faire. Et la deuxième claque que j'ai, et ben, c'est qu'en fait, au bout de 2-3 mois dans cette classe de BTS, qui est encore une fois une classe de mecs, d'ailleurs, il y avait une seule fille pour parler pour plus de 30 mecs, et ben, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Et ben, le même scénario. Ouais. Il y a le même scénario qui se reproduit à l'exact. C'est-à-dire exactement la même chose. Et là, c'est là que j'ai la deuxième claque de ma vie. Et là, je suis obligé de faire face à l'évidence. Parce qu'à l'époque, je disais, c'est les autres qui sont cons. Je suis dans la mauvaise classe.
ah, l'humanité, c'est de la merde. J'avais tout un discours en disant, voilà, c'est la faute des autres. Mais là, je me retrouve dans cette situation, je suis obligé d'admettre que le problème vient de moi. Parce que tomber 2 fois sur une case de con, c'est pas possible, tu vois. Ça ne pouvait venir que de moi. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire introspection, développement personnel, parce que je me suis dit, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui va pas, il faut que je Et change, donc, quoi. ce qui se passe, c'est quoi? C'est encore du coup quelques coqs de la classe qui te cassent les couilles et la majorité silencieuse, toi qui fais Bon, là, partie des c'est pas 3, marginaux. c'est 1. Donc, c'est 1, donc c'est facile. Mais par rapport au reste de la classe, voilà, je suis toujours vu, perçu comme le marginal, l'introverti du coin, avec qui on n'a pas envie de parler et surtout qu'on n'a pas envie d'inviter aux soirées, tu vois. Ah, Et le ah oui, loser, quoi. il y a eu dernier truc. Donc ça, c'était le deuxième qui a fait que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Mhm. Et puis ensuite, il y a eu le coup de massue. Donc troisième grosse claque qui a fait que là, j'ai décidé de rentrer dans le De monde de la passer à séduction. l'action. Mhm. Voilà, c'est arrivé à ce moment-là. En Alors, fait, il y avait. Oui, justement, vas-y. avant que tu nous partages justement cette troisième claque, qui à mon avis, et confirme-le moi, c'est cette fameuse soirée. Hmm, Ok, très bien. Et ben, c'est du coup, ça. avant que tu nous racontes cette soirée, moi j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus en détail de avant la soirée. Tu parles d'une espèce de pression sociale de devoir mentir sur des pseudo-relations que tu aurais Ouais. alors que tu n'en as pas. Il faut que tu me racontes ça. Il faut qu'on comprenne cette débilité qu'on est quand on a 19 Ouais. ans et qu'on se met une pression de malade entre mecs alors qu'il faudrait qu'on se soutienne et que Hmm, malheureusement, je reste persuadé que c'est ce qui va faire qu'à 40 piges, quand tu auras des problèmes dans ta vie, tu seras incapable d'en parler à ton meilleur pote parce ouais. que à 19 ans, on a été des énormes trous de cul à se mettre la C'est pression, à ça. se mettre de l'ego, etc. Complètement. Mais du coup, ouais, tu parles d'une espèce de pression sociale énorme qui va faire que tu vas créer des relations en disant que tu dates, que tu as des nanas, que tu as ci, que tu as là, alors que c'est écrit au milieu de Hmm, ton visage que non, mais tu hmm, vas essayer de pouvoir hmm. t'intégrer. Tu parles également de lundi matin où tu reviens au campus et où tu entends les mecs qui parlent de soirée et tu te dis putain, j'aimerais en être et je veux en être. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, il faut bien comprendre. Quand t'es un mec, on l'a tous connu au moins une fois, mais je sais qu'à chaque fois que je parle de ça à des femmes, elles sont surprises parce qu'elles se rendent pas compte à quel Ouais, point. elles vivent pas le truc de la même Ouais, façon. elles ont d'autres formes d'enjeux qui ne sont pas les mêmes que celles des mecs. Et elles se rendent pas compte qu'en fait, à 18-19 ans, comme tu le dis, bah, on est tous des sales gosses, quoi, des putains de trous de cul, comme tu dis. Et surtout, c'est une putain de compétition interne, en fait. Hmm. Et à En 18-19 permanence. ans, la compétition, c'est pas d'avoir les meilleures notes en classe. La compétition, c'est est-ce que tu as chopé. La compétition, c'est déjà est-ce que tu es encore puceau ou pas. Donc, il y a une énorme pression sur ça. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme les rites guerriers de Yamil ou de Milan. C'est-à-dire qu'en fait, tant que tu n'avais pas fait le rite d'admission, bah, en fait, tu es une merde, tu vois. T'es pas un homme, ouais, Et, exact. et dans cette classe-là, déjà, tant que tu n'avais pas connu au moins une fille, tu es automatiquement catalogué comme le mec sans valeur. Donc déjà, tu as une énorme pression sur ça. Et si, étant donné que tu y sois arrivé au moins une fois, Et attends, derrière, c'est concours de il quéquette. faut imaginer, les amis, qu'on est en BTS informatique. Donc déjà, de base, Avec une quand- classe de mecs. voilà, il faut imaginer que quand on dit que Mike était un super geek, 80% de sa classe était des geeks. C'est juste que Ouais, ils là étaient pour le un coup, peu, t'avais des vrais geeks, quoi. ils étaient un peu moins geeks que lui, ou sous différentes formes, où ils se pensaient comme étant des mecs cool. Mais face à des mecs cool, c'était des geeks. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, imaginez que cette pression-là qui est ressentie par Mike, c'est 95% des mecs, on l'a tous vécu. Dites-le dans les commentaires, là, partagez un peu, peu importe justement le lycée, l'âge, l'année de naissance. Je suis sûr que vous avez vécu des aventures similaires et faites-le savoir en mettant un petit nom de code là. Écrivez-nous dans les commentaires, mettez sabre laser, voilà. Mettez sabre laser et si vous Hashtag mettez, Sablazer, ouais. voilà, exactement, et ça voudra dire que vous aussi vous avez vécu des trucs comme ça. Excuse-moi, Mac, je t'ai coupé. Du coup, ouais, c'est une énorme compétition en fait, et malheureusement, t'es obligé d'y faire face. Tu peux pas l'ignorer, tu peux pas dire ouais, c'est des cons, je vais passer outre. Parce que ça, c'est un peu souvent les conseils que t'as à droite à gauche. T'es obligé d'y faire face. Et à l'époque, je savais très bien que j'avais aucune expérience.
Et puis surtout, j'avais zéro confiance. Il y avait aussi ça. Et derrière, tu as des mecs qui te mettent la pression, qui disent allez, vas-y, machin. Donc du coup, ça te détruit encore plus ta confiance. Et du coup, on peut toujours en discuter. La seule solution que j'ai trouvée à l'époque, c'était de m'inventer une vie, c'était de mentir, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait. Évidemment, ils sentaient que c'était pas vrai, mais je bétonnais mon truc et ça passait. Mais en fait, je le faisais pas pour rien. Parce que à la lumière de la soirée dont on a parlé il y a 10 minutes, je savais que j'étais capable de plaire. Tu vois, je savais que je plaisais, je savais que j'avais des capacités. Juste, j'avais zéro confiance en moi. Et je m'étais dit, la solution, c'est de faire partie du clan des mecs cool pour qu'ils m'invitent en soirée, pour que derrière, je puisse faire des rencontres. À l'époque, c'était you make it, quoi. C'est ce que tu dis. C'est ça. Et à l'époque, c'était ma stratégie et ça a fini par marcher puisque du coup, on a fait cette fameuse soirée. On va finir par t'inviter à une soirée. Où là, j'ai eu le coup de massue. Et en plus, il y avait la personne, c'était une personne, secrètement, je voulais lui ressembler parce qu'en fait, c'était vraiment le modèle masculin par excellence pour moi. C'était le mec cool de la classe, le king, entre guillemets. Et surtout, c'est un mec, tous les samedis, il sortait en boîte de nuit. Quasiment tous les samedis, il ramenait une nana. Et le lundi, il arrivait et il raconte son week-end. Et tout le monde l'écoute. Tu as la moitié de la classe et le mec, il raconte comment il a conclu en 10 minutes avec une ado de 18 ans dans la boîte de nuit. Puis après, il l'a isolé dehors. Puis après, ils ont couché dans les buissons. Puis après, il est rentré par là une autre, etc. Et le mec, pourquoi, en fait, il faut bien comprendre pourquoi, quand tu as 19 ans, c'est la vie auquel tu aspires. Parce qu'en fait, quand tu racontes ça, tu es automatiquement catalogué comme un mec qui a de la valeur. Et là, toute la classe t'écoute en mode silence, le maître parle, on écoute et on prend des notes. Un peu comme Kim Jong machin quand il parle, tu vois, c'est tu t'aides, tu notes et tu apprends, tu vois. Et moi, je voulais lui ressembler, tu vois. Et du coup, à cette soirée-là, il était là parce que j'avais jamais fait de soirée avec lui. Et je dis, putain, c'est cool, je vais apprendre des trucs, il va me pousser, etc. Et cette soirée, c'est le fameux bal du lycée, puisque le BTS où je le passais, en fait, c'était dans un lycée. Et à la fin de l'année, il y avait le fameux bal. Je disais cool, et du coup, je mets plein de parfums, je mets mon costard Jules acheté 20 €, un pantalon de taille trop grand, tout en noir en plus, tenue full noir et tout. Je dis, allez, vas-y. Je crois que c'est comme dans le film American Pie, je sais plus quel film c'est, où t'as les mecs, c'est exactement ça, ces mecs qui se mettent une putain de pression en mode, putain les gars, c'est la soirée de l'année, ça y est, c'est enfin où je vais faire mon rite de passage, tu vois. Je le vivais un peu comme ça. Et du coup, j'y vais. Et en fait, cette soirée, c'est une humiliation complète où en fait, je me retrouve confronté à la peur de l'approche. En fait, je me trouve littéralement paralysé, c'est-à-dire j'ose pas. Et il y a des filles qui me plaisent, je dis putain, elle est magnifique, j'ai trop envie de lui parler, etc. Mais j'ose pas. Et c'est lui qui va, et c'est lui qui chope ces nanas-là devant moi, tu vois. Et moi, je suis là comme un con, je fais semblant de m'amuser en mode comme ça, avec la musique. Mais au fond de moi, je suis en train de rager, tu vois, dans ma tête. Je dis, putain, mais ça devait pas se passer comme ça, tu vois. Et évidemment, il me parle pas de toute la soirée. Enfin, on se parle très peu quand on s'échange des banalités, mais c'est tout. Et après, arrive la fin de la soirée, fermeture, parce que je suis resté jusqu'au bout. Et puis après, on sort tous ensemble. Et là, on fait un espèce de débrief de la soirée, tu vois. Puis là, il me regarde, il me fait, merci d'être venu. On sait ce que tu vaux. Là, c'est un peu comme Denis Brognard à Koh-Lanta qui dit les jeunes ont décidé de vous éliminer et la séance il éteint ton flambeau. La sentence est irrévocable, tu vois. Et je l'ai pris comme ça. Et là, j'ai compris que j'étais au fond du trou. Je dis et quelque part, avec le recul, c'est une chance qu'en fait, c'est l'humiliation dont j'avais besoin pour avoir le courage de décider de me prendre en main, tu vois. Et donc, du coup, j'ai cogité durant tout le trajet en rentrant chez moi en mode ce que je vais faire. Du coup, je rentre chez moi, je m'assieds devant mon PC et tout commence par une recherche Google où j'écris « Comment séduire une fille ?» Et ça commence comme ça. C'est beau. Et l'histoire commence. Voilà, l'histoire commence. Et là, j'ai une énorme surprise. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe d'ailleurs. En fait, j'ai la surprise de découvrir qu'il existe toute une communauté de séduction de types qui ont le même vécu que moi. Donc, c'est-à-dire j'ai une triple claque où en fait, je me rends compte que je suis pas tout seul
mais qu'en plus, qu'il y a plein de mecs qui sont passés par là aussi, pour les mêmes raisons, qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes humiliations, qui ont les mêmes rêves, qui ont la même ambition, et qui se réunissent tous. À l'époque, c'était sur des forums. À l'époque, Facebook n'existait pas, Instagram n'existait pas, WhatsApp encore moins. C'est tout se passé sur des forums, sur Internet. Et je m'inscris sur ces forums-là, et là, c'est une révélation. Je découvre toute cette communauté. Je découvre pour la première fois des hommes qui s'entraident au lieu de se tirer dessus en disant toi, t'es une merde, toi, t'es le king de la classe. Et également, je découvre qu'il existe des méthodes pour séduire une femme. Parce que chose qui pour moi n'était pas possible. Je me disais, bah non, ça se fait tout seul, c'est la nature. Comme mes parents qui se sont rencontrés, tout se fait par magie, tu vois, je m'étais dit. Et non, je découvre qu'en fait, il y a des techniques, il y a des méthodes à suivre et que ça marche. On peut dire que c'est de la merde, on peut dire, ouais, les méthodes, machin. On peut être contre, mais ça marche. C'est ça le pire. Et quand je découvre ça, du haut de mes 19 ans, je fais, putain. Et à l'époque, ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients quand ils débarquent dans ma communauté, qui se sentent un peu perdus, parce que je suis passé par cette phase-là. À l'époque, j'avais aucune idée de comment j'allais faire, mais je savais une chose, c'est qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Parce que là, j'avais découvert tout ça. Je ne pouvais plus faire semblant d'ignorer ce que j'ai vu. Je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a des mecs qui arrivent. Et il y a des mecs qui le racontent. On appelle ça des field reports dans le jargon. C'est-à-dire, sur ces forums, il y a des mecs qui racontent leurs rencontres, leurs rendez-vous amoureux, leurs soirées. Et il y avait des mecs que j'admirais, c'est-à-dire qui débarquent dans une soirée, je sais pas, ils embrassent une nana au bout d'une heure, des trucs comme ça. Alors qu'il y a encore un an, c'était des mecs ultra timides. Et d'un côté, j'ai un peu peur parce que je me dis, merde, comment je vais faire ? J'ai aucune idée de comment je vais faire. Mais de l'autre, je reprends espoir parce que je sais que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, je vais y arriver. Et je sais pas où ça va me conduire, mais je me dis, voilà, le début de la nouvelle vie, elle commence là. Je sais pas si tu es au courant, mais il y a énormément de mecs aujourd'hui très connus sur YouTube, Oui. dans le milieu infopreneurial français, qui viennent de ce milieu-là. Oui, notamment du groupe de Lille. On a 3-4 restas qui sortent du groupe de Lille. Je ne vais pas les citer pour voir si vous avez un petit peu la culture en back-end, là, tout le monde, ceux qui nous écoutent. Mais moi, j'ai été impressionné de savoir effectivement que c'est des groupuscules qui, derrière, ont impacté, ont créé des entrepreneurs, ont créé des gens avec une totale confiance en soi complètement différente, etc. Et encore, comme je te disais aussi en off, cette vision effectivement de entraide masculine, support masculin et création de groupe pour avancer, je trouve ça vraiment super. Et c'est comme ça qu'on avance. Hein. Et ça aussi, c'est une réalité. Ça, je le vois beaucoup que ce soit dans l'infopreneuriat ou dans la séduction, etc. L'ego masculin, c'est le premier obstacle à la progression. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs qui se disent « j'ai besoin de personne, moi je suis plus fort que les autres, je vais y arriver, j'ai besoin de rien, je suis indépendant, j'emmerde tout le monde et je fais ma route et je vais y arriver. » Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, on ne réussit pas seul. Et c'est un introverti qui le dit, hein. Je suis de nature introvertie, donc je le dis, on ne réussit pas seul et surtout, on avance beaucoup plus vite quand on s'entoure. Évidemment, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et ça, pour n'importe quel domaine. Que ce soit par exemple, pour l'infopreneuriat. Aujourd'hui, je dépense des dizaines de milliers d'euros chaque année, pas chaque mois, chaque année, pour me former, pour avancer, pour apprendre, tout simplement. Et c'est exactement ce que je faisais en séduction. Je ne dépensais pas 30 000 euros par an pour me former en séduction. Je n'avais pas ce budget-là. Mais en séduction, quand on n'y arrive pas, la pire des conneries à faire, c'est de rester tout seul, de se dire c'est bon, je vais y arriver, etc. Non, on n'y arrive pas. Et ça, malheureusement, c'est le premier obstacle à la progression. C'est même pas l'apparence physique, l'argent, je sais pas, les aptitudes sociales ou n'importe quoi d'autre. C'est pas ça. C'est même pas le passage à l'action. Ça, c'est le numéro 2. Le premier problème, c'est ce putain d'ego masculin. Et d'ailleurs, chez les femmes, il y a beaucoup moins ce problème parce qu'il y a aussi la séduction, ça existe aussi pour les femmes, ça, il faut le savoir. Et les femmes acceptent beaucoup plus facilement de se remettre en question et surtout de s'entourer pour avancer. Chose que les hommes ont du mal. Et ça, de toute façon, je le vois tout le temps, c'est ce qui fait la différence entre les hommes qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. En général, ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils continuent de devoir se débrouiller tout seuls.
Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui se rapprochent, qui intègrent des groupes. Et c'est comme ça qu'on avance. Et ça, heureusement, c'est un truc que j'ai compris assez vite et c'est ce qui m'a permis d'avancer assez rapidement. Ouais, ça fait sens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit aussi la tribu. Ça a été ce premier truc de rassembler des gens autour d'une même vision et puis de créer des synergies, quoi. Du coup, faisons un petit peu une accélération. Quelles ont été les premières étapes quand tu as voulu commencer à te développer? Quels ont été les trucs les plus compliqués? Et amène-nous jusqu'à la fin de ta carrière d'ingénieur où justement, tu as quand même un beau job, ça se passe bien pour toi, tu voyages avec ton boulot, tu gagnes bien ta vie. Donc déjà là, il y a un cap et puis après, il y aura encore un autre cap avec ton développement en tant qu'indépendant. Ok, alors pour la partie séduction. Donc du coup, à mes 19 ans, je fais mes premiers pas. Je commence à rencontrer des personnes qui sont meilleures que moi. Je fais mes premières soirées. La plus grosse Un difficulté, groupe en local ou uniquement de l'Internet? Est-ce que tu vas c'est un rencontrer des groupe gens local, ouais. physiquement? Ouais. C'est un groupe local, c'est quelque chose que j'ai fait assez rapidement, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens et ça a été un véritable accélérateur. Et puis surtout, c'est ce qui m'a permis de commencer à faire mes premières soirées, tu vois. Et ça, c'est la première difficulté que j'ai eue, mais ça, peut-être 100% des mecs ont ce problème, c'est aborder, quoi. C'est-à-dire l'approche. Ça, c'est la première difficulté que rencontrent tous les mecs. Et ça, j'ai mis très longtemps avant de commencer à m'y faire et à maîtriser ça. Et puis ensuite, la deuxième difficulté qui vient, c'est OK, tu as des numéros, tu as des rendez-vous, mais il se passe rien. C'est-à-dire, je sais pas, tu bois un verre avec elle, la discussion est cool, l'échange est sympa, elle sourit, elle passe un bon moment, etc. Et tu sais pas pourquoi, le lendemain, tu lui écris, et là, tu reçois un texto qui dit ouais, écoute, salut Mac, j'ai passé un très bon moment, c'était cool, merci pour le verre. Malheureusement, je n'ai pas eu le feeling. Néanmoins, tu es un mec très sympa, je suis sûr que tu vas trouver une femme qui te correspond. Je te souhaite une bonne continuation. Ça, c'est le truc. La deuxième difficulté qui arrive, et qu'on rencontre tous au moins une fois dans notre vie, faut pas croire. C'est le closing. Voilà, c'est le closing. C'est pas l'apnage des geeks ou machin. 100% des mecs rencontrent au moins une fois cette difficulté. Donc ça a été le deuxième problème que j'ai mis un certain temps à passer. Et puis ensuite, troisième problème, ça a été mes croyances limitantes. C'est-à-dire, à cette époque, j'étais encore vierge, j'avais pas encore fait ma première fois. Et en fait, je voulais que ma première fois se passe d'une manière un peu spéciale. C'est-à-dire, je voulais être romantique. En couple, attendre 3 mois, y aller doucement, etc., etc. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité de le faire avec une nana et j'ai voulu prendre mon temps et en fait, ça s'est pas fait, tu vois. Donc, parce que elle a cru que je n'étais pas intéressé ou quoi, parce que je n'osais pas. Donc, du coup, après, c'est arrivé quelques mois après où là, du coup, j'ai mis ça de côté et j'ai arrêté d'avoir le rêve à la Disney qu'il faut attendre 3 mois, machin. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre la profondeur de la psychologie féminine et de ce que veulent les femmes, qui n'est pas ce qu'on apprend dans les Disney, qui n'est pas ce que ma mère m'apprend, ni la mère de qui que ce soit, parce que quand on demande à sa mère des conseils, ils vont dire il faut être gentil, il faut être machin. Non, c'est pas ça qui permet de se dire. Être gentil, oui, c'est intéressant, mais c'est pas le plus important. Et du coup, il a fallu que j'apprenne tout ça, que je déconstruise en fait les croyances qu'on m'avait inculquées quand j'étais ado et jeune adulte. Et puis ensuite, du coup, j'ai été pendant un peu plus de 3 ans en couple. Donc, c'est-à-dire, j'ai rencontré une femme avec qui ça s'est très bien passé. Puis là, j'ai arrêté le game pendant un peu plus de 3 ans. Je me suis consacré à fond dans cette relation longue qui s'est extrêmement mal finie. Assez rapidement, du coup, ou tu as daté beaucoup avant de te poser? Beaucoup, tout dépend ce que tu entends par beaucoup. Ça a duré à peu près 1 an. J'avais un début d'expérience convenable, mais j'avais pas une confiance en soi indestructible, tu vois, loin de là. Et t'es encore en construction, quoi. Voilà, c'était encore en construction, et c'est surtout cette première relation longue qui m'a aidé à prendre confiance en moi, tu vois. Paradoxalement, en fait, c'est ça qui m'a le plus aidé, tu vois. Malheureusement, ça s'est quand même très mal fini parce qu'en fait, ça a été tromperie, etc. À la fin, sans rentrer dans les détails. Et j'en suis sorti détruit, démoralisé et très cynique. Donc j'ai eu une phase de traversée du désert où je me suis désintéressé de la séduction. Je me disais ça sert à rien, les relations c'est de la merde, etc. Et puis ensuite, je suis reparti pour une deuxième phase qui, par contre, là, est allée beaucoup plus loin que ce que j'avais fait avant. Et c'est ce que je raconte sur mon site Dragueur de Paris. C'est vraiment là que j'ai construit
toute mon expérience. C'est là que j'ai réalisé la totalité des objectifs que j'avais en tête. C'est là que j'ai eu la vie que je voulais avoir pendant toutes ces années. Parce qu'avant, je l'avais pas. C'est-à-dire, avant, je sais pas, avant, je rencontrais une femme par mois, tu vois, un truc comme ça. Donc, ce qui est pas beaucoup. Et c'est vraiment durant cette expérience-là que j'ai construit toute cette expérience-là. C'était quoi? Ensuite, C'était une femme par semaine, 2 femmes par semaine? Plus. Ça pouvait aller jusqu'à 4 par semaine. Ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, s'il y avait un truc que tu as changé en toi, c'était quoi? Pour arriver à cette phase-là? Ouais. Alors, c'est compliqué d'isoler un truc parce que c'est un ensemble de facteurs, en fait, tu vois. C'est un élément qui a fait la différence, où tu étais complètement différent, c'est quoi? Alors, je vais dire, c'est l'émergence des applications de rencontres. Chose qui n'existait pas quand j'ai commencé la séduction à 20 ans. C'est-à-dire que tu avais Adopt un mec et Mythique qui existait, mais c'était un peu vu comme ringard. C'était vu comme le moyen de rencontre pour les rejeter de la société. Et à l'époque, j'y étais pas. C'est-à-dire, à l'époque, les seuls moyens de rencontre, c'était drague de rue et drague de soirée. Et social, évidemment. Ça, j'en parle pas parce que c'est une évidence pour tout le monde, mais sinon, il y avait que ces 2 méthodes de rencontre. Et l'émergence est intervenue quand j'étais dans ma première relation. Et ensuite, quand je me suis remis dans les rencontres, Tinder faisait le buzz, en fait. C'était vu comme le nouveau mode de rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. Ça a changé beaucoup de choses dans les rencontres. Parce qu'en fait, avec les applications de rencontre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est spécialisé aujourd'hui chez Dragueur de Paris, donc chez DDP pour abréger, on est spécialisé sur les applis de rencontre parce que c'est un moyen qui te permet de parler à plein de femmes différentes depuis un simple téléphone, où que tu sois dans le monde. C'est-à-dire, je te fais la caricature, que tu sois au WC, que tu sois chez ta mère, dans le TGV, dans le métro, dans l'avion, ou en train de dormir sur ton canapé, tu peux être en train de discuter avec des femmes et leur proposer une rencontre physique. Alors qu'avant, tu voulais rencontrer quelqu'un, il fallait que tu dédies ton samedi après-midi pour aller aborder dans la rue, et il fallait que tu dédies ton samedi soir pour aller en boîte de nuit et en bar. Ce qui est extrêmement chronophage, ça prend du temps, et en dehors de ces périodes-là, il se passe rien, tu vois. Et avec les applis, en fait, toute l'année, de manière constante, tu peux faire des rencontres. Et ça, je pense, ça a été peut-être le plus gros changement. Et le changement personnel, le changement intérieur que toi, tu as pu vivre, ou extérieur d'ailleurs. Encore une fois, s'il devait y en avoir qu'un, je sais que c'est pas facile de choisir. Je dirais de comprendre le décalage entre ce que te dit une femme en public et ce qu'elle veut réellement, qui n'a rien à voir. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Parce que j'étais un petit peu un romantique à l'époque. Enfin, je suis toujours un peu romantique aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais très, très, très romantique. Oui, et tu étais persuadé que c'était le good guy qui allait gagner. Voilà, c'est ça. Et j'avais même encore cette vision dans ma première relation. Et en fait, c'est ce qui a conduit tout droit à la routine, d'ailleurs, accessoirement. J'ai mis longtemps à accepter qu'il y a cette part j'appelle ça la part de dark, en fait, donc cette part d'ombre chez les femmes qu'on a tous, parce que la part de lumière ne peut exister que s'il y a une part sombre derrière, tu vois. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Star Wars, parce que je trouve que c'est une belle métaphore de la vie, parce qu'en fait, le côté lumineux ne peut pas exister sans le côté obscur, parce que c'est le côté obscur qui met en évidence le côté lumineux. Et dans la séduction, c'est pareil, tu vois. Et le jour où j'ai compris ça, ce qui m'a permis accessoirement de comprendre que toutes les femmes ne cherchent pas forcément à se poser, parce que c'est un petit peu lié, tu vois. Parce que quand j'étais dans cette période romantique, j'étais persuadé que toutes les femmes voulaient être en couple, tu vois. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est pas ça que ça se passe. Ça. Et quand j'ai compris ça, en fait, j'ai pu me connecter à ma propre part de dark, que je n'exprimais pas et que je refoulais au profit de la part romantique. Ce qui a permis de connecter les deux, donc la part dark d'une femme et ma propre part dark. Et c'est ça qui m'a permis de séduire de manière totalement décomplexée, en assumant à 200% tout ce que je faisais, sans avoir peur d'être jugé, sans avoir peur de savoir ce qu'elle en pense, si elle est d'accord ou pas, etc. etc. Et derrière, ça simplifie tout. Parce que quand tu assumes, l'autre va s'assumer aussi, c'est ce qu'on appelle la théorie des miroirs. C'est-à-dire quand tu assumes ta part d'ombre et ta part masculine, une femme va assumer elle aussi
sa propre part d'ombre et sa part féminine. Et surtout, elle va te le montrer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie de montrer cette part d'ombre, mais qui ne le montrent pas, parce qu'elles ont peur d'être jugées, parce qu'elles ont peur d'être incomprises, parce qu'elles ont peur de choquer aussi, parfois. Faut dire Et ce qu'il y par a. exemple, typiquement, ça me fait penser à euh, cette féminité aussi exacerbée que beaucoup de femmes ressentent, ce besoin parfois de se sentir salope, d'avoir des expériences sexuelles un petit peu plus débridées, qui est, j'ai l'impression, un fantasme de 99% des femmes, qui effectivement, elles ne vivent pas pour ne pas être catégorisées de salopes, de filles faciles, etc. Machin. C'est Et ça. quand tu acceptes ta part d'ombre, j'ai l'impression que tu autorises l'autre aussi effectivement à le vivre. Et c'est Oui. un petit peu ce que tu nous partages. C'est intéressant. Moi, il y a une phrase, je fais un peu de coaching développement personnel avec certains de mes clients, en partageant principalement mon vécu aussi. Et il y a une phrase sur laquelle je suis arrivé et qui est une belle conclusion et que je réutilise au quotidien. C'est t'es un connard et c'est OK. Ça. Et la même métaphore qu'utilise Mike du coup pour partager ce truc de réveil et d'oser séduire et d'oser être finalement, quand vous osez être tout simplement, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour débloquer les business parce qu'il y a énormément de choses, syndrome de l'imposteur qui empêche de créer des projets, des business que vous n'osez pas lancer, des vidéos que vous ne faites pas, des budgets publicités que vous ne dépensez pas parce que vous n'avez peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être vu, etc. Et c'est le même travail de développement personnel qui, moi, m'a amené à un moment donné de dire, peu importe ce que je vais faire, il y aura toujours quelqu'un pour me critiquer. Je vais essayer de faire quelque chose qui va m'amuser et je vais y aller à fond parce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Et ça a vraiment été également le déblocage qui, selon moi, on le verra peut-être après avec Mike, ce déblocage-là est lié à un déblocage financier, est lié à un déblocage personnel qui va t'autoriser à faire les projets que tu veux, etc. On verra si tu as fait le même C'est parallèle. très, c'est très pertinent ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui agissent dans la vie pour éviter le conflit et pour éviter d'être critiquées. Bien sûr. Mais en fait, ça ne marche pas. Et c'est même pire que ça. Même quand tu fais, je prends une caricature, je sais pas, même tu fais un don à la Croix-Rouge, il y a des gens qui vont te critiquer. Bien Ils vont sûr. dire, ah, si tu donnes de l'argent à la Croix-Rouge, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. C'est pas net. C'est pas bien ça. Ah non, c'est pour défiscaliser, espèce de fraudeur. Je t'ai vu. Ah, puis de toute Donc, façon, tu avais besoin de le montrer. c'est ça. Et en plus, si tu le dis, c'est que tu as besoin de me montrer. Donc, en fait, il y a une intention cachée derrière. Tu es en train de me manipuler. Tu vois, donc, en fait, on peut aller loin, tu vois, avec des trucs comme ça. Et effectivement, il faut bien comprendre que quoi qu'on fasse, on sera de toute façon critiqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pendant longtemps, j'ai essayé d'éviter le conflit justement par rapport à ça. Et là, aujourd'hui, je m'en fiche en fait et j'hésite pas à polariser, que ce soit dans le business, on pourra en parler. La polarisation, ça a été un game changer pour moi, mais aussi en séduction. C'est-à-dire de pas cacher. Là, par exemple, là aujourd'hui, tu vois, j'ai un business dans la séduction qui s'appelle Dragueur Paris. Quand je rencontre une femme, avant je le cachais, maintenant j'en parle. J'en parle, je dis bah voilà, j'ai un business, je fais ça, je fais ça. Si ça te plaît pas, bah écoute, il y a pas de souci. Je juge pas, etc. Et en fait, ça change la vie, tu vois. Évidemment, tu as toujours un instant de surprise. Elle va dire ah ouais, tu fais de la séduction, c'est quoi ça, machin et tout. Et elle va être un peu sur ses gardes, elle va se dire qu'est-ce qu'il est en train de me raconter. Et tu lui expliques, tu prends le temps de lui expliquer, tu expliques la démarche, ce que tu fais. Et en fait, au bout de 10 minutes, elle va te faire ah bah c'est cool en fait. C'est Et pas, ça se passe bien. c'est pas négatif par rapport au dating. Tu vas pas avoir. Est-ce qu'il faudrait pas mieux dire que tu fais du marketing sur Internet plutôt que de dire que tu fais du dating pour éviter de rentrer dans la case du mec qui cumule, justement? Alors, c'est ce que je faisais avant. Et puis ensuite, avant, effectivement, parce que c'est pas ma seule activité DDP, je fais aussi du coaching en marketing et en copywriting notamment à côté. Et avant, je parlais de cette activité-là et c'est ensuite seulement que je parlais de l'activité séduction. Ça marchait. Mais à un moment, j'en ai marre en fait d'occulter parce que c'est quand même une partie de ma vie, tu vois, mine de rien. Bien sûr. J'en ai un peu marre de l'occulter. Je dis, bah écoute, je vais tester. Quand elle me demande ce que je fais, je vais en parler sans tabou de la manière la plus honnête et la plus transparente qui soit. Et au Et, final, et j'en parle. Et en fait, il faut comprendre quelle est la peur d'une femme quand tu lui dis j'ai un business dans la séduction. Sa peur, c'est que tu sois en gros le don Juan infidèle qui passe son temps à courir les femmes. C'est ça sa ouais. peur. Et Et en ce fait, il faut que tu que sois Hitch, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais surtout, ce qu'elle veut, c'est, parce que si elle a un rendez-vous avec toi, c'est qu'elle est intéressée. Elle veut savoir, en gros, si tu vas, si potentiellement vous mettez ensemble, est-ce que tu vas aller courir d'autres nanas? Est-ce que tu vas Mhm. être le mec infidèle ou est-ce qu'au contraire, tu vas un mec droit, droit dans ses bottes, honnête et surtout fidèle? Et Mhm. en fait, quand j'explique ça avec les femmes, en fait, elles se rendent compte que je suis absolument pas le Don Juan qui va courir à droite à gauche. Ça, elles le ressentent très très vite. Et en fait, c'est ça qui fait qu'à la fin, ça passe, tu vois. Alors qu'en fait, si elles voyaient comme c'est écrit sur mon front que en fait, je passe ma vie à draguer, ça en général, elles le voient. Et là, bah, évidemment, elle te croit pas, tu vois. Mais c'est ça, c'est sur ça qu'elle veut être rassurée. Et puis ensuite, tu mets en avant que c'est pas pour toi que tu le fais, mais c'est pour d'autres. C'est-à-dire aujourd'hui, tu enseignes la séduction au profit d'autres personnes, pas pour toi, mais pour d'autres personnes. Et ben en fait, ça quelque part, ça, elles trouvent ça flatteur parce qu'elles disent ah ouais, en fait, tu coaches d'autres mecs à draguer. Et en fait, ça augmente ta propre valeur La perçue, tu valeur, vois. bien sûr. Mhm. Justement, moi, je reste persuadé que les gens qui arrivent à faire une transformation de vie, un changement de vie fort, marquant comme ça, qui entreprennent des choses qui sont impactantes, et ils ont des grosses blessures émotionnelles dans l'enfance, dans l'adolescence, dans, dans leur croissance, dans leur développement. Et c'est ce qui leur donne la force, le pourquoi, tout ce que tu veux. C'est ce qui leur donne la force de confronter toutes les galères, toutes les adversités pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'on va pas se mentir, mais c'est pas un parcours de santé, quoi. Et du coup, tu crées de grandes choses en ayant des C'est blessures ça. énormes. Est-ce que que penses-tu de cette théorie et quelles seraient les tiennes? Et dis-nous tout. Alors, juste en complément par rapport à ça, parce que c'est aussi lié à ta question. Alors, je suis pas tout seul sur DDP. On a à peu près une vingtaine de personnes qui bossent en coulisses, dont un salarié à plein temps. Ça, on pourra en parler éventuellement. Mhm. Euh, tout le monde est quasiment en couple. Et eux, ils font la même chose. C'est-à-dire que, bah, en fait, ils ont montré à leurs copines qui sont coachs, quoi. Ils disent, bah, on fait ça, on coach des mecs qui veulent faire des rencontres sur Tinder, etc. Et en fait, ça passe. Ça passe, ça donne confiance parce qu'en fait, leur copine va se dire, bah, en fait, mon mec, c'est quelqu'un d'honnête, il me cache rien, il montre ce qu'il Mhm. fait, et c'est cool. Et même plus que ça, par exemple, là, on a notre coach en chef, c'est ce qu'il fait avec sa copine. En fait, il inclut sa copine dans ce qu'il fait. Mhm. Et c'est ce que je faisais également dans ma dernière relation. La dernière fois que j'étais en couple, du coup, mon ex-copine s'occupait de la boîte email de DDP. C'est-à-dire répondait aux mecs, elle faisait les tri des candidatures, etc. Je l'incluais dans ce qui se Dans le passait, tu vois. process pour qu'elle comprenne un peu C'est ça. et du coup qu'elle accepte plus facilement. Et le coach en chef, il fait pareil. Par exemple, quand on fait la recette des photos de shooting pour nos programmes de coaching pour dire, bah tiens, selon toi, c'est laquelle qui est la plus attirante pour mettre sur Tinder. Et ben en fait, il demande un avis féminin à sa copine et ça nous aide beaucoup à sélectionner les meilleures photos. Et même ça les amuse en fait. Elles ont du plaisir, tu vois, à faire Bien ça. sûr. Et je sais que mon ex-copine, son plaisir, elle le tirait de ça, c'est-à-dire c'était la curiosité, mais aussi, et je reviens sur ça par rapport à ta question, la cause, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, quel est le driver. Donc dans ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il y a la partie j'en ai chié dans la vie et c'est ça qui me donne l'énergie de faire ce que je fais aujourd'hui, parce que honnêtement, si j'avais pas traversé tout ça, je pense pas que j'aurais été entrepreneur. Je pense que je serais resté salarié toute ma vie probablement. Donc quelque part, j'ai envie de dire merci, tu vois. J'ai pas de rancœur par rapport au passé. En fait, tous ces mecs-là, je leur dis merci aujourd'hui. Je leur dis c'est en partie grâce à vous. Donc il y a ça. Et il y a surtout derrière, tu lis ça à une cause. Et là aujourd'hui, c'est quelque chose qui me drive. Ça, on pourra en reparler parce que j'ai eu quelques difficultés justement par rapport à ça quand j'ai démissionné de mon dernier job. Mhm. Moi, quelque chose dont j'ai besoin, c'est d'une cause, de quelque chose qui a une utilité publique autre que l'argent. C'est-à-dire, c'est gagner de l'argent. Ok, c'est important parce que tu gères une boîte et tu dois faire tourner ta boîte. Il faut pas oublier, tu tapes entreprise sur Google définition, l'objet social d'une entreprise, c'est avant tout de faire du profit, de gagner de l'argent. Bien Donc sûr. pour tous les mecs qui culpabilisent à vendre quelque chose, rappelez-vous que l'objectif d'une boîte, c'est de survivre et de survivre en faisant du profit. Si vous ne faites pas de profit,
vous allez mourir et c'est votre concurrent qui va prendre votre place. Ça, il faut Du coup, monter une association. Voilà. Ou monter une association. Ça, j'ai déjà dit d'ailleurs une fois à un mec. Il y avait un mec qui avait le syndrome de l'imposteur et il me demandait un coaching sur ça. Et à un moment, je lui ai sorti ça. Je lui ai dit, ouais, mais mec, si t'as pas envie de vendre, monte une association à but non lucratif. Ça existe pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça une association. Si tu as peur de l'argent, faut pas créer une entreprise parce que c'est le but d'une entreprise, tu vois. Donc il y a ça c'est une dimension importante, mais c'est pas la seule dimension qui fait que je vais me lever le matin. Ce qui me fait me lever le matin, c'est d'avoir un impact visible et rapide sur la vie des gens. C'est pour ça qu'on s'est spécialisé d'ailleurs sur les applis de rencontre parce qu'on donne des résultats extrêmement rapides à nos clients. Et en fait, ça donne du sens à ce qu'on fait. Typiquement, il n'y a rien qui me rende plus heureux que sur notre communauté privée quand il y a un mec qui a réussi à faire sa première fois pour la première fois de sa vie. Ou d'un mec qui dit ça fait 6 mois que je suis en couple avec une femme que j'aime, ça se passe bien, c'est cool, merci DDP, sans vous ça aurait été pas possible. Putain, quand tu as un truc comme ça qui arrive, tu te sens utile, tu vois. Tu dis j'ai un impact sur la vie des gens, un impact positif. Tu aides les gens à se rencontrer, tu aides des couples à se former, tu aides aussi des mariages à se faire. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que je continue de bosser sur DDP alors que je suis plus du tout dans le monde de la séduction, si ce n'est par rapport à ma propre entreprise. Personnellement, j'y suis plus, mais en termes business, je continue de travailler dessus parce que justement, je trouve que la cause est juste, je trouve que ça a un sens, ce qu'on fait, même si tu as toujours des gens, et il y en aura peut-être en commentaire de ta vidéo, parce qu'à chaque fois que je fais une interview, il y a toujours au moins une personne qui vient dire la séduction, machin. Non, pour moi, la séduction, c'est une cause d'utilité publique. Bien sûr, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça, qui vont dire non, ça doit se faire naturel, il n'y a pas besoin de technique, il n'y a pas besoin de méthode. Voilà. Je ne cherche même pas à justifier avec ces gens-là, tu en auras toujours qui penseront ça. Et il y a la majorité qui comprend ce qu'on fait, qui comprend que ça change des vies quelque part. Et je vais donner un exemple. Ça, c'est quelque chose que j'entends extrêmement souvent, peut-être 80% du temps quand j'ai un client au téléphone, en particulier pour les clients qui ont plus de 40 ans. Je trouve hallucinant le nombre de mecs qui sortent d'une relation de 15 ans ou d'un mariage, ou plus, qui ont des enfants, et qui me disent au téléphone « Je n'aimais pas ma femme, mais je suis resté faute de mieux, et parce que j'avais peur de me confronter au célibat. » Et c'est des mecs, parce que ces mecs sont pas cons. En général, ils sont cadres sup ou chefs d'entreprise. On a beaucoup de chefs d'entreprise chez nous. Et d'ailleurs, on a de plus en plus d'infopreneurs un petit peu connus aussi dans le milieu. On en a parmi nos clients. Je dirais pas que c'est, mais on en a. Et c'est des mecs qui sont pas cons. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savaient pertinemment qu'il y a 15 ans, ils étaient pas avec la bonne, qu'ils étaient pas si amoureux que ça, qu'ils étaient dans ce qu'on appelle les relations par défaut. On appelle ça le couple par défaut. C'est-à-dire c'est des personnes qui se mettent ensemble par confort. Parce que c'est plus confortable que le célibat. Oui, par intérêt, quoi. On va grandir ensemble, on va créer un truc. Bon, c'est pas génial, mais c'est pas mal, quoi. C'est pas mauvais non plus, quoi. C'est pas génial, mais c'est mieux que d'être célibataire. Même si au fond de moi, je sais que ça marche pas, quoi. Au moment de dire oui devant le maire au niveau du mariage, j'ai pas une envie irrépressible de dire oui. J'ai une part au fond de moi qui me dit tu devrais pas. C'est un peu chaud. Ouais. Tu le fais quand même parce que ta famille te met la pression. Parce que tu as passé les 30 ans et tous tes potes sont casés et ont des enfants et te disent bon, bah écoute, ce serait bien que tu aies des enfants toi aussi. Donc, tu as la pression sociale, donc tu continues. Et ça, évidemment, c'est impossible à mesurer avec des statistiques. Et je suis convaincu qu'il y a des millions de couples qui sont comme ça, qui sont ensemble alors qu'en fait, ils ne s'aiment pas. Et ça, c'est ce que je trouve terrible. Et ça, c'est quelque chose qui fait que je continuerai de 70% de l'ancienne génération, minimum 80% même? Je sais pas, honnêtement, c'est difficile à quantifier, mais je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Pour moi, tu sais, c'est énorme. C'est comme les gens qui sont pas heureux. Enfin, très peu de gens sont heureux, en fait. Très peu de gens sont vraiment honnêtement, heureux au quotidien. On en a tous déjà vu. On en a tous déjà vu dans des soirées. T'as jamais remarqué, tu vas dans des soirées, t'en as qui sont ensemble, et en fait, je sais pas, ils s'embrassent jamais, ils se touchent pas, ils se donnent pas la main. Ils sont assis à côté, mais il y a 50 cm d'espace ou 1 mètre entre leurs deux chaises. Et au bout de 2 heures de discussion, tu apprends qu'ils sont ensemble. Et en fait, ça se voyait pas. Et on en connaît tous des gens qui sont comme ça, tu vois. Et
et putain, mais qui a envie d'une relation comme ça? C'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. Tu te mets pas en couple avec quelqu'un pour que ça ressemble à ça, tu vois. Et justement, on accompagne des personnes qui malheureusement sont passées par cette phase-là et qui se sont réveillées à 40 ans passés, et qui se rendent compte que le temps passe de plus en plus vite et qui ont envie de pas refaire la même erreur la deuxième fois, et qui ont envie de se donner l'opportunité de choisir, de vraiment choisir la personne qui est bien pour eux et avec qui ils vont bien se sentir et surtout avec qui ils sont heureux. Et donc, du coup, ce qui nous amène au développement justement de l'entreprise, on remarquera du coup quand même cette humiliation, on va dire, où tu décides trop, c'est trop et je vais changer tout ça. D'ailleurs, s'il y avait un moyen que tu as utilisé qui t'a permis de transformer, ça a été quoi? Ça a été les rencontres physiques, ça a été un coaching, ça a été un bouquin. Ça a été quoi le moyen vraiment qui a aidé ta transformation? Mon premier mentor, tout simplement. C'est-à-dire que, comme je te disais, une des premières choses que j'ai fait, c'est m'entourer, rencontrer des gens. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai rencontré une personne qui, au début, d'ailleurs, voulait pas me voir parce qu'à l'époque, j'avais l'étiquette mec débutant en séduction. Et lui, c'était, s'il écoute cette vidéo, je lui passe le coucou. Son pseudo, c'était Z sur la communauté. Parce que dans les communautés, on avait tous des pseudos, tu vois. Et lui, c'était Z. Et Z, c'était quoi? C'était un mec de 25 ans qui a redoublé 3 fois, qui passait son temps à sortir, qui était en fac de psycho et tout, et qui passait son temps à faire la fête, à draguer, etc. Il sortait tout le temps. Il sortait le mardi soir, jeudi soir, etc. Et en insistant un peu, j'ai réussi à le rencontrer et à faire un apéro avec lui, puisque c'est le sud de la France, on fait les apéros et tout. Et en fait, on a vachement sympathisé. Il m'a regardé, il m'a dit écoute, non, c'est cool, je t'aime bien, et puis je sais pas, je sens que t'as un potentiel. Écoute, c'était pas prévu, mais viens, on va faire une soirée. Et en plus, c'est ça qui est drôle. Première soirée, tu sais où il m'emmène pour me tester? Il m'emmène dans un bar gay. Ouf. Et, putain, et niveau confiance en moi, j'étais là. Et il voyait, tu sais, il disait viens, on rentre là. Je vois, je fais c'est un bar gay, il n'y a pas de filles. Et il me regarde, il fait fais-moi confiance. Et on y va. Et en fait, ça, c'est un truc que je savais pas. En fait, dans les bars gays, il y a beaucoup plus de filles qu'on ne le pense. Il y a plein de meufs. En fait, il y a beaucoup de meufs qui sortent dans des bars gays pour éviter d'être pour emmerdées. Être tranquille. Bien sûr. Voilà. Et en fait, c'était ça, tu vois, son intention. Et ça, c'est la toute première soirée que j'ai fait avec lui. Et en fait, l'essentiel de ce que j'ai appris, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a formé. Je sortais tout le temps avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce qu'on appelle un programme de mentorat sur DDP, sur les bases de tout ce que j'ai appris, parce que selon moi, être mentoré par quelqu'un, c'est l'accélérateur ultime pour progresser. C'est la manière la plus rapide d'avoir ce que tu veux, tout simplement en étant conseillé, en étant mentoré par une personne qui a déjà fait ce à quoi tu aspires. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait avancer, quoi. Allez, partons maintenant dans toute cette partie dragueur de Paris et le développement de l'activité qui est connexe. En 1 an, tu vas doubler ton salaire d'ingénieur. En 3 ans, tu vas quintupler ton salaire d'ingénieur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'il vaut mieux démarrer son business en parallèle du boulot ou brûler ses bateaux et lancer son activité? Tout dépend de ton appétence pour le risque. Les deux stratégies fonctionnent. Les deux fonctionnent. Hein. J'ai pas testé l'autre, mais l'autre, je suis convaincu qu'elle fonctionne et je connais des gens qui l'ont fait. Maintenant, la question, c'est quelle est ton appétence au risque et quel est ton besoin? Un de mes besoins à l'époque, et c'était non négligeable, c'est en bonne partie pour ça que j'ai pas brûlé mes bateaux. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais en couple et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à créer des DP d'ailleurs, parce qu'avant d'être en couple, du coup, je passais l'essentiel de mon temps à draguer. Et puis, quand tu es en couple, du coup, tu arrêtes de draguer. Et du coup, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai commencé à enseigner la séduction. Et voilà, ça a marché assez rapidement. Mais on avait le projet d'habiter ensemble. Et le problème, c'est que les bailleurs et les banques également n'aiment pas les entrepreneurs, tu vois. C'est-à-dire quand tu es auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel, c'est compliqué, tu vois. Et surtout parce que ce qu'on voulait faire, c'était habiter sur Paris, tu vois. Le marché parisien, je te fais pas un dessin, tu sais à quel point c'est compliqué. Donc en fait, j'ai en bonne partie conservé ce job pour cette raison-là. C'est pour qu'on puisse trouver facilement un appart et ensuite seulement démissionner. C'est pas la seule raison, mais c'est l'une des grosses raisons qui faisait que j'ai pas voulu faire le switch.
Et puis ensuite, toutes les autres raisons, là, c'était des raisons un peu plus personnelles. C'est, je savais pas si être entrepreneur c'était pour moi. Je savais pas si je voulais faire ça à plein temps. Ce que je faisais à mon ancien boulot me plaisait beaucoup parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'infoprenariat qui sont en guerre contre le salariat. Ouais, Je suis complètement opposé à cette vision-là. Le salariat a de gros avantages, mais tout dépend de pour qui vous bossez. C'est-à-dire, à l'époque, moi, j'étais dans l'industrie aéronautique et je passais mon temps à voyager. J'avais la chance d'avoir un poste où j'étais assez autonome. J'étais correctement payé sans avoir pourtant un salaire extraordinaire. Je faisais surtout des projets, donc on parlait de la cause tout à l'heure. En fait, je faisais des projets qui, à mon sens, avaient une cause, un sens. C'est-à-dire, pour rien te cacher, je travaillais dans l'industrie de la défense. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois. Et du coup, travailler pour cette industrie te permet de contribuer au pays. Et moi, je trouvais du sens dans ce que je faisais à ce niveau-là. Et je savais pas si je voulais tourner le dos à ça ou pas. Parce que je savais que c'était un voyage sans retour, tu vois. Je me dis que voilà, si je démissionne, il n'y a pas de retour en arrière. Est-ce que je suis bien sûr de ce que je veux faire ? Et du coup, j'ai mis peut-être 1 an et demi, 2 ans avant de me décider. Et en fait, c'est le Covid qui a été l'élément déclencheur. Le déclencheur, ouais. C'est là que j'ai fait le switch. Pourquoi est-ce que tu crées le business dès le début ? Et qu'est-ce qui te donne le coup de pied au cul, on va dire, pour mettre un go ? Ça démarre d'abord sur un partage. Ça démarre tout de suite avec une vision business. C'est quoi l'idée ? Il y a 2 choses. La première, c'est le partage d'expérience. Donc, c'est-à-dire, ça faisait quasiment 10 ans que j'étais dans le milieu de la séduction. Et il y a des mecs qui régulièrement venaient me voir pour me demander des conseils, voire me demander des coachings, etc. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas enseigner ça, tout simplement. Et puis ensuite, ce qui m'amène à la deuxième chose, c'est aussi pour une question d'argent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je fais des formations par rapport à ça. Parce qu'en fait, j'avais aussi une frustration, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui comptait pas ses heures, je travaillais beaucoup, j'ai toujours été un gros bosseur. Et j'avais cette frustration d'avoir une augmentation qui me convenait pas forcément à la fin de l'année, alors que j'estimais valoir beaucoup plus que ça. Et puis surtout, je me suis rendu compte que dans le salariat, il y a un plafond de verre que tu dépasses pas. Et comme je faisais partie des éléments forts de l'équipe, en fait, j'estimais qu'il y avait une part d'injustice et surtout une part de non-reconnaissance de mon travail. Et du coup, c'est aussi cette frustration qui m'a fait dire, tiens, je vais créer un autre business à côté. Mais par contre, je me suis pas dit, je vais créer une entreprise à côté. Je me suis dit, je vais faire un complément de revenus à côté. C'était ça mon idée. C'est-à-dire, je vais gagner, je sais pas, 300, 400, 500 balles à côté. Comme ça, je peux inviter ma copine au resto, je peux faire quelques voyages et c'est cool. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, en fait. Au départ, j'avais pas du tout cette vision business, quoi. Le passage du partage à la vente, il est assez facile parce qu'on est dans le milieu du développement personnel et beaucoup de gens vendent du coaching où c'est assez facile. Et c'est ça qui crée qu'il n'y a pas vraiment de barrière entre l'étape 1 et l'étape 2 ou... Non, ça a été difficile justement parce que toute ma vie, j'ai eu un enseignement qui est avant tout technique, c'est-à-dire école d'ingénieur, BTS informatique, génie électronique au lycée et ingénierie aéronautique dans mon boulot. Et en fait, dans ces milieux-là, on voit la vente comme le mal. C'est-à-dire, on voit un truc qui est pas bien. L'argent est tabou. Déjà que ça a été dans ma famille, ça l'était aussi dans mon milieu. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'argent en public, ça ne se fait pas. Et puis aussi, tous les mecs qui font du commercial, de la vente, en général, il y a 2 teams et ça se fout de la gueule de l'un et de l'autre. Ah, c'est ça. Mais dans le milieu, on les appelle les vendeurs de saucisses. Vendeurs de tapis ou vendeurs de chaussettes, suivant à qui tu parles, on dit c'est des vendeurs de saucisses. Ils comprennent rien à ce qu'on fait, la technique, machin. C'est nous les techs, c'est nous qui sauvons les projets, sans nous le projet n'existe pas, blablabla. C'est ça. Surtout parce que tu t'estimes que si ton produit qu'il est bien conçu, qu'en fait t'as pas besoin de marketing, t'as pas besoin de vente, il va se vendre tout seul. C'est la croyance qu'on a. Et on a cette croyance parce qu'en fait on est enfermé dans notre carcan technique et qu'on n'est pas confronté aux appels d'offres ou à la réalité du marché. Et du coup, j'ai mis très longtemps. Je suis parti de zéro littéralement en vente. J'ai jamais appris ça toute ma vie. Donc, je suis parti de zéro, mais surtout avec un énorme syndrome de l'imposteur familial, mais aussi lié avec ce milieu-là. Et puis ensuite, ce qui a fait que j'ai commencé à m'y intéresser, c'est qu'en fait, très rapidement, au début, je donnais des conseils gratuits. Et puis après, quand il a fallu
monétiser ça, vendre, bah là c'était dur, quoi. Mmh. C'est-à-dire déjà, je culpabilisais de vendre. C'est-à-dire, je considérais que c'était pas bien. Et puis, je sais pas, j'annonçais un devis, je disais, ouais, je sais pas, c'est même des tarifs ridicules, toi. Même un devis à 100 balles. Faire un devis à 100 balles, putain, j'étais là, je tremblais, quoi. Je disais, putain, il va dire non, merde, machin. Évidemment, il disait non, il se passait ça. Et les rares clients que j'arrivais à closer à l'époque, c'était à des tarifs ridicules. C'est-à-dire, je bossais au McDonald's, je gagnais 2 fois plus d'argent. Ouais, Donc, horaire je très me faible. disais, bah non, je vais pas bosser, je travaille pas gratuitement, quoi. Désolé. Donc, du coup, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Bah là, retour sur Google, comment vendre, etc. Et c'est comme ça que j'ai mis un pas dans le monde de la vente et du marketing. Et donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu as C'est augmenté ça. tes prix petit à petit. Tu as pris confiance petit à petit. Comment ça s'est passé? Ça a été quoi les déclics importants? Ouais, bah je dirais le plus gros déclic, ça a été de me rendre compte qu'en fait, quand tu vends cher, tu bosses avec des clients beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympas et aussi beaucoup moins chiants. Ça a été un Mhm. énorme déclic. Parce qu'avant, bah, quand j'ai des tarifs super bas, mes clients, c'était des chômeurs et des étudiants. En gros, c'était ça. Mhm. Et Ouais. c'est les pires clients qui soient, c'est toujours des mecs en train de gratter. Ils essaient toujours de gratter quelque chose. Une réduction, du temps en plus, un code promo, tout le temps, ça s'arrête jamais. Et quand tu dis non, tu te fais insulter de capitaliste de ce que tu veux. C'est un enfer de bosser avec ces gens-là. Et après, quand j'ai commencé à bosser avec des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des cadres sup, des avocats, etc., bah en fait, là, c'était beaucoup plus agréable, c'est reposant, c'est des mecs intelligents qui savent réfléchir, qui connaissent la valeur de l'argent, qui sont éduqués par rapport à ça. Mhm. Et là, en fait, je me suis dit, bah en fait, putain, c'est avec ces gens-là que j'ai envie de bosser, quoi. Et Mhm. ça m'a beaucoup aidé à faire ce shift, parce que ce repositionnement de tarif t'aide à travailler avec des personnes avec qui tu as envie de travailler, tout simplement. Comment est-ce qu'on fait pour développer un business en parallèle de son boulot? Quand on a, comme tu le dis, 2 à 3 heures grand max par jour, quand tu rentres du taf, quand tu as fait ce que tu avais à faire pour te mettre à développer l'activité. En un mot, le 20-80. Donc ça veut dire tu réduis ton temps de travail volontairement pour passer ces heures-là sur ton side business. L'application du 20-80, parce que là je sais, pour tous les salariés qui écoutent cette vidéo, il y en a plein qui vont dire non mais moi je suis débordé de boulot, non mais moi mon chef il me surveille, non mais on a des KPI, on est noté sur ça, je peux pas travailler 2 heures de moins, c'est pas possible, on est débordé. Il faut bien comprendre que dans tout boulot, tout business, tout travail, tu as 20% des tâches qui font 80% des effets. Donc en fait, tu as 20% des tâches et des productions que tu vas faire dans ton travail qui vont faire 80% de ton entretien annuel quand tu vas négocier une promotion ou une augmentation. Mhm. Et quand tu as compris ça, bah en fait, tu fais ce que tu dois faire pour être visible, pour avoir ta réputation et pour que tout le monde dise que tu bosses bien et que tu fais bien ton boulot. Et tout le reste, soit tu le fais pas, ou soit tu le délègues. Tout simplement, tu repousses la patate chaude à quelqu'un qui le fera, puisque tout le monde, il y a toujours quelqu'un pour faire le boulot que personne veut faire et que tout le monde pousse. Donc il suffit de faire ça. Et en fait, quand tu fais ça, bah, tu te libères beaucoup de temps. Et ce temps-là, bah, tu peux le passer sur ton business, tout simplement. Ensuite, c'est une organisation à avoir. Donc, c'est-à-dire typiquement, parce que j'avais pas mal de trucs à côté, c'est-à-dire, bon, j'avais mes potes, j'avais ma copine. En plus, ma copine, elle me mettait la pression pour pas que je bosse trop, parce qu'elle voulait que je passe du temps avec elle, ce qui est normal, évidemment. J'avais la musculation également, parce que c'est à peu près à période où je me suis mis à la musculation. Je m'entraînais entre 3 et 4 fois par semaine, donc ça prend aussi du temps. Et puis, j'avais voilà, les petites passions à droite à gauche, la photo aussi. Et il fallait que je jongle tout ça. Donc, du coup, j'avais un rythme où, en fait, du lundi au vendredi, c'était focus, travail, etc. Et samedi, dimanche, je coupais complètement et je passais la totalité du week-end avec ma copine ou avec mes potes ou les deux à la fois. Et quand tu as cette organisation, en fait, tu as un temps qui est limité et ça te force à aller à l'essentiel. Et ça, Mhm. on pourra en parler après, pardon. Parce que quand j'ai basculé à plein temps sur mon business, je me suis fait piéger par ça, alors Mhm. que j'avais connaissance de ce truc-là. Je me suis fait piéger par ça. Et voilà, faut mettre des limites, faut mettre des barrières. Il faut prendre conscience que le travail est infini. Tu auras toujours des tâches ou des missions à faire. Ouais. Je sais pas si ton business, ça peut être redesigner le logo qui est un peu moche, changer le menu, réécrire une page de vente, répondre aux commentaires, répondre aux mails, sortir un nouveau produit,
répondre à tes clients, faire des appels clients, te former, etc. Tu as une infinité de tâches, mais tu ne peux pas tout faire. Donc, tu dis, qu'est-ce qui est prioritaire? Et tu te concentres sur ça, et les autres, soit tu élimines, soit tu délègues. Ou soit tu automatises aussi, cette troisième levée. Qu'est-ce qui, justement, a fait le 20-80 et qui t'a permis, selon toi, de réussir ton business en parallèle de ton boulot? Bah, En de me combien de temps, concentrer sur... en combien de temps tu fais les premières ventes? En combien de temps tu es capable de dégager un SMIC d'ailleurs? Alors, les premières ventes, c'est arrivé assez vite parce que le premier produit que j'ai vendu, c'était un e-book. Je l'ai vendu 9 balles. C'était pas cher, donc un produit comme ça, bah, tu fais quand même Tu des avais ventes, déjà tu une vois. communauté? Oui, parce qu'à l'époque, j'étais sur une... quand j'étais dans le milieu de la séduction, j'étais sur une communauté. Et après, quand j'ai créé mon site, bah, j'ai dit à ces gens-là, écoutez, je crée un site, abonnez-vous, machin. Puis il y a une partie des mecs qui sont Qui t'ont abonnés. suivi? Voilà, mais c'était pas beaucoup, hein, c'était 100 personnes maximum, tu vois, c'était pas énorme. C'est le Et kickstart, quoi. voilà, c'était Kickstart et j'ai commencé avec eux. Et répète-moi le reste de la question parce que je me suis perdu, Bah, mais j'ai c'est commencé comme ça. ça. Il y avait quand est-ce que tu fais tes premières ventes? Comment ça se passe? Quand est-ce que tu dégages un SMIC? Et ensuite, du coup, quel a été le 20-80 des choses que tu as mis en place qui t'ont permis de faire que le business fonctionne? Ouais, donc du coup, les premières ventes, ça s'est passé comme ça. Mon premier SMIC, donc j'ai commencé en 2017. Mon premier SMIC, je pense que c'était vers fin 2017, quelque chose comme ça. Avant, c'était des petits revenus à droite à gauche. Et quand j'ai atteint mon premier SMIC, c'est surtout grâce au coaching, parce que c'est ce qui a rapporté le plus. Et pas tellement les produits en ligne. À l'époque, les formations, ça se faisait pas vraiment. D'ailleurs, les formations en ligne, c'était surtout des e-books à l'époque. Donc, évidemment, avec des e-books à 9 balles, tu vas pas te dégager un SMIC, tu vois. Donc, c'était surtout les coachings. Et excuse-moi, Mais c'était quoi la dernière partie de la question? Qu'est-ce qui marche du coup les coachings? C'est quoi? C'est des coachings à l'heure? C'est des packs de coaching? Ouais, c'est à l'heure. Ouais. Tu vas avec les gens sur le terrain? Tu parles uniquement par téléphone? Comment ça marche? À l'époque, c'était coaching à l'heure, c'était sur le terrain, donc il y avait une partie shooting photo puisque je faisais de la photographie pour les sites de rencontres. Il y avait une partie drague de rue. En fait, je passais 3 heures avec les mecs et en gros, je les envoyais aborder des nanas. Donc, ouais, c'est un job assez sympa, hein. C'est-à-dire, t'es dans la rue, tu dis bah tiens, elle t'y va, et le mec y va. Et après, il débrief, il recommence et tu fais ça pendant 3 heures et t'es payé pour ça, tu vois. T'es payé pour dire au mec d'aborder, tu vois. Donc il y avait ça et puis quelques coachings téléphoniques. Enfin, au début, c'était j'avais la mentalité salariée à l'époque, la mentalité de ma famille surtout, donc c'était à l'heure. Donc c'est-à-dire Ouais. je sais pas, je devais être à 30 euros de l'heure, tu vois, quelque chose comme ça au tout début. Et du coup, je calculais la facturation par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire ce que tu as dit juste avant de faire des packs, j'avais Ça pas du tout n'existait cette pas vision-là. encore, quoi. Ok. Ben, je n'étais pas formé au marketing, hein. Quand j'ai commencé à me former en marketing, c'était en 2018. C'est la date où j'ai acheté ma première formation en marketing. Donc, c'est venu assez tard. Et ça a littéralement tout changé dans ma vie derrière. Mais, ouais, j'ai mis un petit moment quand même avant de vraiment m'y plonger, quoi. Mais quand même, tu arrivais à dégager un petit peu d'argent. Et Ouais. du coup, qu'est-ce qui fonctionnait? Tu avais créé une chaîne YouTube, tu envoyais du À trafic l'époque, non. sur une landing page, tu vendais directement tes coachings en description. Comment ça marchait? À l'époque, j'avais pas de chaîne YouTube. Mon unique canal d'acquisition, pardon, c'était Google. Donc en fait, j'avais créé des articles qui rankaient sur la requête coaching séduction. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai trouvé mes premiers clients, tout simplement. C'est-à-dire c'était des clients qui venaient automatiquement. Et puis ensuite c'était du bouche à oreille. Ok. Formation 2018, on parle de quoi? Du déclic? Ouais, c'est ça, ouais. Donc le déclic de Stan Leloup, comment vivre de son audience ou un truc comme ça, développer une C'est ça. audience et en vivre. C'est à ce moment-là que tu décides de lancer une chaîne YouTube? Alors c'est venu pas très longtemps après, je crois. Donc ouais, j'ai commencé à créer une chaîne YouTube. Sachant qu'en plus, ça je le dis ouvertement, YouTube, c'est pas un truc qui me passionne. Bon là, ok, je suis à 76 000 et quelques abonnés, mais j'ai absolument aucun plaisir à faire la vidéo. Alors, moi, mon plaisir, c'est l'écrit, tu vois. Je suis quelqu'un qui préfère écrire plutôt que tourner des vidéos ou faire des audios. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça que la grosse partie de tous mes business repose sur les emails, tu vois. Parce que les emails, c'est mon point fort. L'écrit, ça a toujours été mon point fort. Et YouTube, je le faisais plus parce que c'est nécessaire aujourd'hui pour avoir un business. C'est un canal d'acquisition auquel tu peux pas passer à côté. Mais après, je l'ai pris du bon côté. Je me suis dit bon,
l'oral, la vidéo, c'est pas mon fort, je suis pas à l'aise en vidéo, mais bah écoute, c'est l'occasion de m'améliorer. Et là, d'ailleurs, j'invite ceux qui écoutent cette vidéo, faites l'exercice, allez sur ma chaîne Dragueur de Paris, allez voir la toute première vidéo et comparez la voix. Comparez la voix d'il y a 3-4 ans à la voix d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas du tout la même. À l'époque, je devais parler comme un homme de Cro-Magnon, genre comme ça. J'avais un peu une voix d'homme des cavernes à l'époque, on me disait. Et vous pourrez voir un petit peu l'évolution. Donc, je l'ai pris de ce côté-là. Je me suis dit, voilà, YouTube, c'est pas ce que j'aime faire, mais c'est l'occasion de s'améliorer. Et du coup, tu as suivi des formations en parallèle de ça pour améliorer ta diction, pour améliorer Ouais. ta prosodie et tout ça, ou c'est juste l'expérience de Oui, YouTube? ah non, j'ai suivi des formations. Quand je veux apprendre une compétence, mon réflexe c'est toujours de me former. Je commence d'abord par me former, puis après je mets en application, et c'est là que je construis. D'abord, tu appliques sans réfléchir ce que tu apprends dans les formations, et puis ensuite tu construis ta propre méthode, tu vois. Comme copywriting d'ailleurs. Au début, tu apprends le copywriting, tu suis les grands principes du copywriting, tu appliques à la lettre, tu poses pas de questions. Et après, quand tu commences à avoir un niveau correct, là, tu peux inventer tes propres méthodes, t'écarter un petit peu du chemin et avoir ta propre façon de faire. Ouais. Parce que c'est là que tu vas créer ta marque de fabrique à toi, ta façon de faire à toi, qui va faire que tu vas sortir du lot. Ouais, réussir à maîtriser finalement. Il faut maîtriser avant quoi que ce soit, quoi. Ouais. C'est comme à l'école, en fait. C'est d'abord, tu apprends la théorie, ou même comme en séduction, d'abord, tu apprends les méthodes, tu appliques, tu vérifies que ça marche, tu comprends comment ça marche, et après, tu changes ta façon de faire. Là les méthodes de séduction que j'ai appris, au début, c'était celle de mon mentor. J'appliquais sans réfléchir. Et ensuite, quand j'ai commencé à me sentir à l'aise, là, j'ai inventé mes propres méthodes. Tu vois, c'est venu seulement après. Ouais, ça vient dans un second temps toujours. C'est ça, c'est dans un second temps. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour démarrer un business quand on a un boulot qu'on kiffe? Il faut se poser la question pourquoi pourquoi tu le démarres, à qui tu veux vendre, donc tout ce qui est avatar client, etc., dans ce que personne veut faire parce que c'est chiant, mais qu'il faut faire. Et ça, je le vois tout le temps. Je te jure, à 100% des coachings en copywriting que j'ai fait dans ma vie, il n'y a pas une seule fois où il a pas fallu repasser dans l'avatar client. Tout le temps. Ouais, des Mais mecs c'est qui le truc l'ont que fait de personne toute veut faire. façon. Ouais. Mais même de la part de personnes qui vont dire non, moi mes clients je les connais, t'inquiète, ça fait 5 ans que je fais ça, c'est bon, c'est pas toi qui vas m'apprendre. Et on creuse, en fait on voit qu'il y a plein de trucs qui sont pas compris, Bien ou alors sûr. qui sont à côté de la plaque, tu vois. Ça on le voit à chaque fois. Donc quand on crée son business, c'est important à faire parce que on peut pas passer outre, et c'est ça qui va permettre de cibler la bonne personne et de proposer les bonnes offres et les bons produits. Et puis ensuite, comprendre également, comme je te le disais, pourquoi tu le fais ça. Il y a un outil que je peux recommander qui, moi, a changé ma vie quand je l'ai découvert, c'est l'énéagramme. Je ne sais pas si tu Mhm, connais. bien sûr. On a fait des C'est vidéos sur la chaîne avec Nicolas Penn qui parle de l'énéagramme. Oui, effectivement, parce qu'il il enseigne ça. Donc ça, c'est un outil que je conseille à tout le monde. Toutefois, je conseille de ne pas le faire seul parce qu'on peut facilement être induit en erreur. Donc entourez-vous de quelqu'un pour le faire. Euh, le passé, l'énéagramme, ça m'a permis de comprendre pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je fais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ma vie a un sens. Et ça m'a permis d'orienter d'orienter mon action au bon niveau. Et ça va être un peu pompeux de dire ça, mais de kiffer ce que je fais, quoi, tout simplement. Bien sûr. C'est pour ça que typiquement, par exemple, quand j'ai appris le copywriting, il y a plein de mecs qui te disent ouais, tu crées une offre et tu vas devenir riche en vendant des produits make money, etc., des trucs comme ça, tu vois. Mais en fait, ces produits-là, à part gagner de l'argent, il y a rien qui me drive, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu faire des trucs comme ça, et que je me suis toujours orienté vers des choses qui me passionnent, et puis surtout que je peux associer à une cause, mais une cause profonde, tu vois, comme la séduction et comme d'autres choses, quoi. Ouais, comme ta transformation personnelle aussi à partager. Ouais, Qu'est-ce qui a et été, qu'est-ce qui, que je mets qu'est-ce en qui a, avant, ouais. qu'est-ce qui a été compliqué du coup? Tu parles du coup de ce mois et demi à remettre ta lettre de démission. Qu'est-ce qui a C'était été plus qu'un mois et demi, compliqué? hein, c'était 1 an et demi, hein. Ça a été quoi ces peurs? Ça a été quoi ces blocages? Ça a été
tout ce qu'il y avait avant. Donc déjà, raison pécuniaire, etc. Appartement à Paris. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment être entrepreneur? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai pas envie d'être directeur dans un grand groupe dans 10 ans? Etc., etc. Et comme je te le disais, l'élément déclencheur, c'était le Covid. Parce qu'en fait, quand il y a eu le Covid, je me suis rendu compte que en bossant en télétravail, en fait, j'avais plus aucun plaisir à faire ce que je faisais dans mon ancien boulot, parce qu'une grande partie de mon plaisir, c'était de bosser sur des projets multi-étatiques, internationaux, parce qu'avant, je voyageais très souvent. Donc ça a disparu. J'avais aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais des désaccords profonds sur les projets sur lesquels je travaillais, c'est-à-dire qui, selon moi, allaient dans la mauvaise direction, parce qu'en fait, c'était des projets qui étaient faits avec d'autres pays européens, notamment l'Allemagne pour ne pas les citer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de projets qu'on faisait pour plaire à l'Allemagne, pour pas se les mettre à dos, pour garder une Union européenne à peu près fonctionnelle, au lieu de construire quelque chose qui marche, qui répond à un besoin et qui va servir qui va servir la France, quoi, tout simplement. Donc là, on est plutôt valeurs, idéaux, et t'étais plus t'étais en désaccord avec ça, quoi. C'est ça, c'était au niveau idéaux, donc plutôt que de critiquer ce qu'on était en train de faire, j'ai choisi de quitter le navire, tout simplement, donc ça a joué. Il y avait aussi un autre élément, pendant le Covid, un truc qui faisait que j'avais beaucoup envie de rester aussi, c'était mon chef, que je considère comme mon mentor professionnel. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspirait à tout point de vue. Un mec ultra compétent, technique, pointu, rationnel, enfin une tête d'une justesse et tout en étant très juste dans ce qu'il fait. Vraiment, il a pas que des qualités, mais il m'inspirait beaucoup pour ça. Et en fait, c'est à peu près à cette période-là qu'il a été muté, tu vois. Donc du coup, je perdais ce mentor-là, et en fait, il y a tout qui est arrivé à peu près au même moment, et j'ai senti que c'était le moment. Ce qui pesait avant dans la balance, du coup, ne pèse plus. Voilà. Du coup, l'aventure, l'envie de créer, etc., devient plus forte, et on y va. C'est ça. Quand est-ce que tu commences Oui. Quand est-ce que tu commences du coup à te voir en tant qu'entrepreneur, comme un entrepreneur? Je démissionne. C'est-à-dire, quand je démissionne, déjà, ça a surpris tout le monde. Ça a surpris tout le monde que je démissionne, parce qu'ils l'ont pas vu venir. Et puis, en plus, ils ont essayé de me récupérer. C'est-à-dire, le lendemain, j'ai le DRH qui est venu dans mon bureau, qui a essayé de comprendre les raisons, puis après qui a commencé à me donner d'autres leviers, me disant ouais, mais si on peut aussi faire ça, etc., etc. Ma décision a été prise, donc il n'y avait pas de retour en arrière. Et voilà, c'est dans cette phase que je me suis dit bon, voilà, je suis plus un salarié, je suis un chef d'entreprise, j'ai une boîte à faire tourner, et j'y vais à 200%. Et là, ce que tu avais dit tout à l'heure avec brûler ses bateaux, je l'ai vraiment ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire, c'était vraiment genre, je brûle mon navire, et comme Cortés à l'époque, du coup, je mets le pied sur le nouveau continent. Je sais que ça va marcher, et ça marche déjà, et ça va continuer de marcher, mais j'y vais à fond, et je vais pousser le truc encore plus loin. Je vais m'y mettre à 200%, je vais m'y mettre à plein temps, et je vais faire passer le business dans une autre dimension. À ce moment-là, tu as confiance en toi, dans ta capacité à réussir en tant qu'entrepreneur, d'atteindre de nouveaux paliers. C'est pas juste d'en vivre, parce que visiblement, tu en gagnes déjà assez pour pouvoir en vivre, mais vraiment pour bâtir quelque chose de plus grand. Par rapport au vécu dont on a parlé durant toute l'interview, comment dire, autant il y a des moments où je manque de confiance en moi, ça c'est clair. Même aujourd'hui, il y a des moments où j'ai pas ultra confiance en moi. Je sais pas, demain tu me fais faire un speech devant 50 personnes, je vais pas être bien, tu vois, par exemple. Donc, il y a des moments où j'ai pas très confiance en moi. Par contre, j'ai jamais douté que tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, je vais atteindre l'objectif que je veux. Pourquoi? Parce que ça s'est toujours passé comme ça dans le passé, et j'ai une confiance absolue là-dessus que ça se passera aussi comme ça à l'avenir. À partir du moment en fait où la direction elle est claire, où tu sais où tu veux aller, et où tu n'as aucun doute que tu vas y arriver, tu n'as aucune idée de comment tu vas faire. Tu sais pas. Comme la séduction, tu sais, quand je suis arrivé dans la communauté, j'avais aucune idée de comment j'allais faire. Mais comme je savais que c'était un voyage sans retour, un aller simple, je savais que j'allais y arriver. Ça prendrait 5 ans, 10 ans, j'en sais rien, mais j'allais y arriver. Et là, pareil pour le business. Je savais que le truc, j'allais le propulser encore plus. Je ne sais pas forcément comment j'allais faire exactement, mais j'avais aucun doute là-dessus. Comment est-ce que tu te vois aujourd'hui avec du coup les résultats que tu as réussi à avoir? Alors, tu vas nous dire plus ou moins aujourd'hui quels sont justement les résultats qu'il y a derrière Dragueur de Paris, et également ton activité de freelance en copywriting. Mais
Comment est-ce que tu te vois? Quelles ont été les grosses prises de conscience du coup dans ce développement? Les prises de conscience, comme je te disais, quand tu démissionnes et que du jour au lendemain, en fait, pendant les 10 années de ta vie et même avant, quand tu étais à l'école, le réflexe c'était du lundi au vendredi, tu te lèves tous les matins à Mhm. 7 heures, tu vas bosser, tu prends le métro pour rentrer. Du jour au lendemain, tu te lèves chez toi et en fait, rien ne t'oblige à prendre le métro, machin. Déjà, Mhm. ça fait un peu bizarre. Et je vais être très honnête avec toi, au début, j'ai l'impression d'être en vacances. Mhm. Des longues vacances. Parce qu'en fait, il n'y a que quand j'étais en vacances que j'avais ce train de vie-là. Donc, c'était un petit peu bizarre au départ. Ça a été dur de se mettre dans l'autodiscipline? Ouais, ça a été compliqué parce que avant, les horaires de bureau, c'est les horaires de bureau. Quand il faut rester jusqu'à 19h30 le soir parce que tu as un projet en retard ou une réunion, tu restes, tu te poses pas de questions. Par contre, quand tu as le choix de décider de bosser ou pas, parce que j'ai le choix de pas bosser, c'est-à-dire, je sais pas, le soir avant de te coucher, tu regardes ton contrat, tu vois combien tu as gagné avec tes funnels dans la journée, tu dis c'est cool, tu te rendors et tu fais ça tous les jours. Si je le voulais, je pourrais ne pas bosser. Mhm. Mais je sais qu'évidemment, ça me rendra pas heureux. Ce CF, la cause dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, il a fallu que je me construise cette autodiscipline. Et ça n'a pas été facile. C'est-à-dire de me dire, est-ce que je me lève à 8h, à 9h ou à 10h? Est-ce que je Mhm. travaille jusqu'à minuit, jusqu'à 20h, jusqu'à 2h du matin? Qu'est-ce que je fais? Et même aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir un petit peu de mal parce que je suis toujours en train de tester différents rythmes, différentes façons de faire. Mhm. Encore plus quand je voyage d'ailleurs. Quand je voyage, c'est pas toujours évident. Parce que tu as le choix. En fait, avoir le choix, ça peut être quelque chose d'assez paralysant parce que tu dis Complètement. qu'est-ce que je fais en fait, tu vois. Je dirais c'est peut-être ça qui était le plus difficile dans la vie d'entrepreneur, c'est de construire ta propre structure et ta propre façon de faire alors que tu n'as aucune contrainte, tu vois. Tiens, un exemple que je donne souvent. T'as déjà vu la série Malcolm ou pas? Bien sûr. J'ai vu tous les épisodes au moins 4 ou 5 fois parce que je surkiffe Alors, cette je série. maîtrise pas autant la série que ça, par contre. Il y a un épisode, je pense que tu vas te rappeler, c'est quand Malcolm il passe un test d'orientation. Il va Ok. voir au lycée et puis la meuf elle lui dit écoutez, vous êtes excellent partout, vous pouvez faire le métier que vous voulez. Ouais. Et ensuite, tu as une succession de scènes où tu as Malcolm en pilote d'avion, Malcolm chirurgien, Malcolm avocat, Malcolm maçon, Malcolm instructeur, Malcolm, je sais pas, conducteur de bus. T'as Malcolm, il prend l'école, il y a un Malcolm qui conduit le bus, et puis après, dans le bus, tu as plein de Malcolm différents. En fait, je me sentais comme ça, tu vois. C'est-à-dire, je me disais, en fait, il y a plein de trucs que je peux faire. Qu'est-ce que je veux faire, quoi, vraiment? Voilà, c'est ça. Et c'est là que j'ai commencé à me faire coacher, justement, parce qu'en fait, clairement, là, j'avais besoin d'un coach en fait, pour m'imposer des contraintes, pour me driver, parce que Mhm. j'avais beaucoup de mal à le faire moi-même. Bien sûr. Et en fait, tu vois, c'est bizarre, mais le fait d'avoir un boulot à côté, ça m'a mis une contrainte qui m'a rendu service. Parce que du coup, Mhm. je me posais moins de questions et j'y allais. Et quand cette contrainte a disparu, en fait, j'ai commencé à me poser 1 milliard de questions. Et du coup, il a fallu que je m'en recrée une nouvelle avec une entité extérieure. Et c'est ça qui m'a permis de me recadrer, de me dire, OK, je vais dans cette direction. Et le plan tu vas connaître, je pense, le plan de 90 jours. Le plan pour les 3 mois, c'est ça. Et puis à la fin des 3 mois, on fait ça. OK, on va là. Et en construisant ces contraintes externes. Ça t'a aidé, du coup, à structurer et d'avancer. Quelles ont été les compétences qui t'ont permis de gagner ta vie et de réussir sur le web? D'abord le marketing, ça on va pas se le cacher. Je sais plus où c'est que j'avais lu ça, mais en fait il vaut mieux tu réussiras toujours plus avec un excellent marketing mais un produit moyen, plutôt qu'un excellent produit mais un marketing moyen. On Mhm. peut dire c'est injuste, on peut dire ce qu'on veut, mais le meilleur marketeur c'est celui qui gagne toujours à la fin. Donc Mhm. c'est d'abord ça qui m'a permis, qui a été le différenciateur. Après, le deuxième différenciateur, c'est aussi de mettre en avant mon histoire personnelle, chose que je voulais pas forcément faire au début parce que je suis pas forcément quelqu'un qui aime se mettre en avant, tu vois. J'aime bien aussi préserver ma vie personnelle, etc. Donc au début, je parlais pas trop de mon passif, j'en parlais succinctement mais sans plus. Et en fait, c'est l'année dernière quand on a refait le branding du site qu'on s'est rendu compte qu'en fait, j'avais une histoire, on est en train d'en parler aujourd'hui, qui en fait inspire beaucoup de gens et peut aider de nombreux mecs. Et puis surtout, des photos avant-après qui sont édifiantes, quoi. Tu regardes, tu fais putain,
machin. Et à l'époque, je m'en servais pas parce que t'en parlais tout à l'heure. Au début, quand je faisais des vidéos YouTube ou machin, je me montrais pas. Je foutais toutes les photos qu'il y avait de moi. Ouais, j'ai horreur de foutre des photos de moi partout sur Internet et du coup, je mettais un gros smiley. Et puis, tu as démarré les vidéos, du coup, c'est pas de facecam, quoi. C'est du screencast et du coup, on te voit pas. Ouais, c'est ça. Sur YouTube, c'est toujours du screencast aujourd'hui, mais par contre, je me montre quand on fait les coachings groupés de la communauté qu'on fait tous les jeudis, ou quand on fait des coachings, ou quand je fais des lives avec ma base email, ou des trucs comme ça. Là, par contre, je me montre. Et puis surtout, je montre beaucoup plus de photos avant-après, parce qu'en fait, j'ai appris que c'était une force. Et il y a eu une différence de perception client quand j'ai commencé à me servir de tout ça. Là, je me suis rendu compte que je touchais beaucoup plus les gens et ça m'a permis de faire un gap assez intéressant. Et puis ensuite, dernière chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la spécialisation. C'est-à-dire qu'au tout début, j'enseignais la drague de rue. J'ai fait des coachings en soirée aussi, donc c'est-à-dire on emmène les mecs dans des bars ou des boîtes de nuit et on les envoie draguer. Assez sympa d'ailleurs parce qu'en fait, tu passes la soirée à picoler, à danser et à donner des coups de pied au cul aux mecs pour qu'ils aillent aborder. En gros, c'est un peu ça et c'est drôle. Et quand ils reviennent, c'est un peu comme un match de boxe, tu vois. Quand ils reviennent, le mec est un peu fatigué et là, putain, c'était dur, mais j'ai eu le numéro, je suis content. Et là, t'es derrière le mec, tu fais, putain, mec, t'as vu ce que t'as fait, t'as jamais fait ça toute ta vie, c'est le premier note, tu prends la soirée, putain, je sens une énergie, je suis fier de toi, et tu le remotives, et après tu le renvoies, et le mec, il est content, et il y va, tu vois. Donc, tu te sens un peu dans la peau du coach qui fait, yeah, go for it. Et on faisait les sites de rencontres aussi. Et du coup, j'ai décidé de mettre la spécialisation sur les sites de rencontres parce que ça reste ma spécialité numéro 1. Et ça a aidé à simplifier le business. Le message et clarifier le positionnement. Voilà. Le message, c'est-à-dire qu'on a... en fait, c'est à ce moment-là qu'on a ouvertement pris un positionnement geek, internet, ingénieur, machin, parce que ça a permis de tout simplifier. Et du coup, c'est pour ça qu'on a... déjà, on a beaucoup d'ingénieurs chez nous. On a beaucoup d'ingénieurs informatiques, etc. Et puis aussi, on touche un secteur plus haut de gamme avec les chefs d'entreprise, etc. Parce qu'on a beaucoup d'hommes célibataires qui sont pétés de thunes au niveau professionnel, qui sont même passés à la télé parfois. Et tu es toujours surpris de les avoir au téléphone. Déjà, les mecs, ils insistent pour qu'ils soient 100% anonymes. Donc ça, on les rassure tout de suite. C'est-à-dire chaque personne qui passe chez nous, parce que ça, c'est une vraie objection du monde de la séduction. Il faut rassurer les clients sur ça, c'est de leur dire ton passage chez nous, sauf si tu nous donnes ton accord pour qu'on mette des photos avant-après. Si tu ne dis pas ça, ce sera incognito. Personne ne saura que tu es passé par chez nous. Ils tiennent vraiment à être rassurés sur ça. Mais ça fait toujours drôle de voir ces mecs qui ont réussi dans la vie professionnelle. Un succès professionnel, mais un mal-être personnel, quoi. Ouais, tu dis, ces mecs-là, ils vont dans n'importe quel salon, je suis sûr qu'ils rencontrent des nanas. En fait, non. C'est pas forcément, tu vois. Et c'est toujours très surprenant à apprendre. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les mecs, c'est des cracks dans leur business. C'est des têtes. Mais en termes de psychologie avec les femmes, de séduction, d'amour, etc., ils partent d'un niveau CP très souvent. C'est-à-dire, ils ont encore la vision Disney, que les choses se font naturellement comme par magie, et que si t'as pas rencontré la bonne, c'est que les astres étaient pas alignés, qu'il faut être plus naturel, et puis attendre, et machin, et puis ça va se faire, et tout. Ça, tu demandes un conseil dans la rue à quelqu'un en séduction, c'est ce qu'ils vont te dire. Ils vont dire des conneries genre, faut être naturel, faut être toi-même, etc. Ouais, sauf que ça, c'est un truc que je dis souvent. Si j'étais resté moi-même à 18 ans, on n'aurait jamais fait cette interview et j'aurais jamais vécu toute la vie que j'ai vécue. Donc non, rester soi-même, c'est un conseil qui est mal compris. C'est déjà parce qu'on évolue. Être soi-même, ça veut pas dire refus d'évoluer. C'est-à-dire que tu te connectes avec qui tu es, mais pour autant, tu évolues toi aussi. Et ça, d'ailleurs, c'est autre levier qui m'a beaucoup aidé avec mon business. Parce que je continue d'évoluer chaque mois, chaque année, en fait, c'était de faire évoluer DDP avec moi. C'est-à-dire, je te prends un exemple. Il y a 4-5 ans, le positionnement du site, c'était la provocation. J'étais très dans la provoque à l'époque. C'était le positionnement de bourrin, hardcore, photo de cul, machin. Donc, c'est-à-dire, j'avais limite un positionnement d'acteur porno d'ailleurs à l'époque, parce que ça me faisait marrer et puis je trouvais ça rigolo. Voilà, tu fais de la provocation. Il y a des mecs qui vont dire putain, j'adore, et il y en a d'autres qui vont dire putain, si tu pouvais crever, ce serait bien. Ça me faisait rigoler.
Et là, aujourd'hui, on n'a plus du tout ce positionnement-là, tu vois. Parce qu'en fait, je fais évoluer l'entreprise en même temps que j'évolue personnellement et je continue de le faire. Et j'encourage d'ailleurs chaque entrepreneur à faire évoluer son propre business avec son propre personal branding parce que du coup, c'est ce qui fait que il y a des gens qui vont te suivre pendant des années. Par exemple, sur ma base mail, j'ai des mecs, ça fait 4 ans qu'ils lisent mes emails, qui sont en couple, donc posés depuis longtemps, qui ne s'intéressent plus du tout à la séduction, mais en fait, qui continuent de me suivre parce que je continue à évoluer, à construire des nouveaux trucs, à changer de positionnement, à changer des trucs, à ouvrir des nouveaux services, etc. Et en fait, les mecs, ça les intéresse tout simplement parce qu'ils connectent à ta personnalité et du coup, ils continuent à te suivre. Et ça, c'est l'énorme différence entre un mec qui a, on va dire, un personal branding, une personnalité forte et quelqu'un qui est juste là pour vendre. Quelqu'un qui est juste là pour vendre, qui va peut-être faire une vente en front-end, mais derrière, il va pas racheter le mec, tu vois. Et ça, on peut en parler. Dans une entreprise, l'argent, à 95%, il se fait dans le back-end, dans ce qui se passe en coulisses. C'est la mécanique que tu as derrière pour proposer des nouveaux services, des nouvelles méthodes, des nouvelles formations à tes clients qui sont déjà là, qui va faire que derrière, tu vas pouvoir scaler. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Parce que souvent, les mecs, ils pensent que c'est la publicité ou les tunnels de vente qui font que tu vas scaler un business. Non, un tunnel de vente, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière qui fait la différence. Alors justement, aujourd'hui, on en est où d'un point de vue business? À quelle étape t'en es? Quel chiffre d'affaires, etc. Et qu'est-ce qui marche aujourd'hui pour toi? Alors, tout ce qui est chiffre d'affaires, je communique pas publiquement dessus. Donc, sur ça, je donnerai pas de chiffres. Fourchette, ouais. C'est du 7 chiffres, quoi, typiquement. Donc, on est dans cette fourchette-là. Ensuite, au niveau de l'évolution, là aujourd'hui, je continue de faire évoluer DDP, mais grosso modo, je pense qu'on est à un plateau de maturité qui arrive tout doucement. C'est-à-dire, il y a une croissance assez, c'est une croissance par palier de toute façon à chaque fois. Donc, c'est-à-dire, tu progresses d'un palier à un autre. Parce que dans un business, ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire, en gros, tu as ton chiffre d'affaires qui est stable pendant un long moment, puis ensuite, d'un coup, il monte, puis ensuite, il est stable, puis ensuite, d'un coup, il monte, etc. Et je pense qu'on approche du palier de maturité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille sur d'autres business à côté. C'est pour ça que j'ai beaucoup recruté aussi sur DDP, parce que là, on a une vingtaine de personnes qui travaillent dans le back-end. On a un salarié qui est à plein temps. Et en fait, c'est toute cette équipe aujourd'hui majoritairement qui fait tourner DDP, ce qui m'a libéré du temps du coup pour faire autre chose et notamment pour développer un peu plus mon site de copywriting sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui. Et également, et ça je pense que ce sera le prochain palier de DDP, parce que là aujourd'hui je travaille sur un livre. Ça c'est un projet que j'ai en tête depuis 5 ans facile, mais que j'ai pas voulu faire pour diverses raisons, croyances limitantes, c'est pas le bon moment, syndrome de l'imposteur, je suis pas un écrivain, etc. Et j'ai décidé de le faire cette année, donc là je suis en train de travailler dessus. Et ça, je pense que ça va être le produit testament, on va dire, le gros truc qui va faire passer un palier supérieur et qui sera peut-être le dernier d'ailleurs, c'est pas impossible. Donc ça, c'est ce sur quoi je travaille. La revanche des geeks, du coup, tu dirais quoi au Mike qui a 16 ans? Je dirais, si tu montes un business, apprends le marketing plus tôt déjà. Déjà, juste ça. Et puis ensuite, je lui dirais, même si la vie c'est difficile, même si à 19 ans c'est la loi du plus fort, même si machin, garde confiance, tu vas y arriver, ça va prendre un peu de temps, tu vas en prendre plein la gueule, tu vas te faire critiquer, tu vas avoir des échecs, mais à la fin, ça en vaut le coup, parce qu'à la fin, tu vas faire des rencontres que tu n'aurais même pas imaginé avant, tu vas pouvoir être en couple avec des femmes que tu n'aurais même pas imaginé pouvoir séduire quand tu avais 18 ans. Parce qu'à 18 ans, à l'époque, ces femmes-là, je me disais, non, c'est pas pour moi. Moi, je suis pas assez bien, je suis pas tout ce que tu veux. Voilà, garde espoir, continue. Ça va le faire. Je dirais ça. Et je changerai rien d'ailleurs au déroulé. Parce que des fois, on me pose la question, si c'était à refaire, est-ce que tu aurais fait la même chose? Est-ce que tu aurais changé quelque chose? En fait, je pense que j'aurais rien changé parce que c'est toutes ces difficultés qui ont emmené là où j'en suis aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas ça, peut-être je serais allé plus vite. On ne sait pas, c'est dur à dire. Peut-être je serais allé plus vite. Par exemple, tout à l'heure, tu me disais, brûler ces bateaux. Peut-être si j'avais démissionné dès l'année 2017, peut-être que j'aurais progressé plus vite.
En fait, j'en sais rien, tu vois. Donc, dans le doute, je préfère dire ne change rien parce que c'est ce qui t'a construit, c'est ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup, Mike, dragueur de Paris, notre ancien ingénieur informatique devenu expert en séduction et surtout notre ancien geek qui est devenu un entrepreneur libre avec une vie sexuelle épanouie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les amis, mettez un maximum de messages, de likes, de soutien là pour Mike, son histoire. Partagez-nous, mettez-nous dans les commentaires, mettez-nous le geek. G-E-E-K si vous avez suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, passez-vous bien évidemment à vous abonner. On va mettre également le site de Mike pour aller découvrir son travail sur le copywriting, également son travail sur la séduction. Et si vous ne faites pas encore partie de notre club d'entrepreneurs sur le web pour justement pouvoir s'épauler et avancer ensemble, ça s'appelle La Tribu. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Mike, merci beaucoup d'être venu partager ton histoire avec nous. C'était un plaisir Merci de à te toi, découvrir. T'as passé un bon moment? Ah bah ouais, franchement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que je regarde de temps en temps ta chaîne, et ce que j'aime beaucoup dans tes interviews, c'est la profondeur des discussions qu'on peut avoir, chose qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Ça, je pense que les personnes qui te suivent le confirmeront. Et je continue d'écouter d'ailleurs les interviews que tu publies, et je te remercie d'ailleurs d'avoir donné cette opportunité, parce que ça permet d'avoir des discussions qui vont sur des choses plus profondes que juste le business en ligne qu'on peut trouver un petit peu partout sur Internet. Grave. Ben, merci à toi d'être venu partager. Avant de te laisser filer, je te donnerai une question du coup. C'est quoi ta définition d'une tribu? Des personnes qui ont compris que 1 + 1 = 11. Donc, c'est-à-dire qu'ils se rassemblent pour aller beaucoup plus loin qu'ils ne pourraient le faire tout seuls. Merci beaucoup, Mike, dragueur de Paris. Le lien dans la description, juste en dessous, les amis. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine interview de gens qui créent l'impossible dans leur vie. Comme d'habitude, vous pouvez nous laisser des noms de personnes que vous voulez qu'on interviewe. Et Mike, merci beaucoup et à très vite. Ciao Merci tout le monde. Ciao. Ciao. Mike.